Bonjour à toutes et merci de nous retrouver sur VHTL en compagnie de Pierre-Simon Paul et que je salue pour ce troisième débat consacré aux élections municipales avec ce soir un focus sur la principale ville de Corse, celle d'Ajaccio. Ajaccio, siège du pouvoir politique, étatique et territorial, centre administratif majeur et pôle démographique principal de l'île. Ajaccio, comme les villes de même dimension, connaît à la fois des problèmes de logement, de circulation et de stationnement et s'interroge sur son évolution et les politiques d'aménagement qui doivent l'accompagner pour les décennies futures. Ajaccio, enfin, qui voit 5 listes se confronter pour la conquête de la Maison Carrée. Leurs 5 leaders sont sur ce plateau ce soir et nous les remercions toutes et tous d'avoir accepté cette invitation. Madame, messieurs, bonsoir à vous tous. Alors, toutes les obédiences sont représentées, de la gauche à l'extrême droite, en passant par la droite républicaine et les nationalistes que va vous présenter maintenant Pierre-Simon Paul. Bonsoir. Même si la parité est loin d'être respectée ce soir, nous commencerons par vous. Charlotte Chase, la seule femme en lice qui conduisait, c'est une première pour vous d'ailleurs, la liste de gauche, la gauche unie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Jean-Paul Carolaggi, leader de la liste nationaliste Ayachui, ou regroupant Femagour, Corinne Front ainsi que d'autres nationalistes, hors parti ou à titre individuel. Bonazir. Pascal Zagnoli, le Benjamin de cette élection, le leader du PNC. Vous conduisez une liste qui se veut sans étiquette. Bonazir Aboy. Bonazir. François Filoni, candidat pour la 4e fois. Vous conduisez la liste gagnée pour Ajaccio à la tête d'une coalition de partis et de structures d'extrême droite. Bonazir Aboy. Bonazir à tout le monde. Et enfin, Stéphane Sbraj, maire sortant, d'hiver droite, leader de la liste Forza Ayach ou Toutes nos forces pour Ajaccio. Bonazir Aboy et Dino. Bonsoir. Alors, nous allons commencer avec un premier tour de table afin d'expliquer en quelques mots le sens de votre candidature et, de façon générale, la vision que vous avez d'Ajaccio. On commence par vous, Stéphane Sbraj. C'est la continuité de ce que vous avez entamé auparavant avec Laurent Marcangeli depuis 2014 ? Oui, en 2014, nous avons mis en œuvre un projet que nous avions baptisé Ajaccio 2030, qui était donc déjà dans une démarche de perspective qui était longue à travers des sujets qui touchent le quotidien de nos concitoyens, que ce soit sur le logement, le développement économique, l'aménagement du territoire, avec des réalisations structurantes importantes. Donc bien sûr, tout n'est pas fait dans ce document. Il y a eu des fondations qui ont été posées sur un premier mandat, des réalisations sur un second mandat. Donc évidemment, il y a une continuité dans cette démarche avec un dynamisme que l'on veut nouveau, avec une équipe renouvelée pour partie pour impulser de nouveaux projets structurants pour notre ville. Et avec une nouvelle tête de liste, du coup, vous, puisque vous n'étiez pas en 2020, ça change quelque chose ? La perception par rapport au mandat, oui, il y a des changements. J'ai été premier adjoint de Laurent Marcangeli pendant 8 ans. J'ai eu l'honneur effectivement de reprendre ce mandat en 2022. Ça donne une nouvelle impulsion, donc quelque part c'est encore plus stimulant. Les nationalistes étaient désunis en 2020, ils le sont toujours aujourd'hui. Mais quels sont vos objectifs cette fois-ci, au-delà de la victoire, évidemment, j'imagine ? L'objectif, effectivement, est la victoire. On pourra parler du sondage qui nous place en seconde position. Et si on refait le sondage, on verra que... Le sondage que vous avez commandé, on le précise pour oui, qu'on a commandé, mais qui a été fait par un institut parisien, donc, qui montre que, en fait, la démarche qu'on a initiée avec le rassemblement... autour de l'opposition municipale qui a été pendant 6 ans en face de l'équipe sortante. Autour de cette opposition, nous avons réussi à réunir à la fois des mouvements dans leur entièreté, je dirais, et également des militants de toutes les autres structures. Et aujourd'hui, le but est clair. Le but, c'est de faire échec à la municipalité sortante, et notamment, et on le dit, on le répétera à chaque fois, on ne veut pas d'une ville à 100 000 habitants avec des gens qui arrivent de toutes parts sans aucun contrôle. On veut que les Ajacciens redeviennent au centre du débat. On veut qu'il y ait une mairie qui soit à l'écoute des gens et qui ne soit pas, comme on le voit tous les jours, traiter les gens avec arrogance et mépris. Pascal Zagnoli, vous avez choisi de faire cavalier seul, vous, du côté du PNC avec votre liste. Qu'est-ce qui vous différencie de la démarche de Jean-Paul Carolaggi ? Buonasera a tutti. Sa candidatura, che è una prima candidatura in Ajaccio, di volontà di noi da doniscia, doni e uomini, Ajacini, mica professionali di politica, per portare un progetto d'avena, e di noi per mettere lo stinto Ajacino in cuore di questo progetto qui, ma di noi per difendere la visione che noi abbiamo di questa città a 15 anni o a 20 anni, di una città
corsa, fiera e a parte dentro il Mediterraneo e semplicemente semplicemente che vogliono andare a cercare tutti quelli corsi ai accini che non credono in più alla politica e ai politici. Vogliamo andare a rispondere alle problematiche di un quotidiano, anche l'alloggio, l'impiego o anche l'immobilità. Ma chi sono le sfarenze con l'andatura di Jean-Paul Carolagi? Pensate che un professionale di politica? Ci sono sfarenze strategiche, non siamo mica stati capaci di essere tutti insieme da consensi in una strategia comune e io ne so più qui, siamo qui oggi per parlare di un nostro progetto e siamo qui per parlare alla Iacini. Charlotte Chiesa, alors vous représentez la gauche. Alors il y a belle lurette que la gauche a perdu la mairie après l'avoir dirigée pendant 13 ans. Vous avez fait beaucoup référence durant votre campagne à cette période-là. Votre projet est inspiré par Simon Renouch, Paul-Antoine Lujan, c'est cette période, votre référence? Alors vous savez, nous déjà on a réussi quelque chose, c'est une véritable union, on ne souffre d'aucune division. On est les seuls en Corse, à gauche évidemment, à avoir réussi cette union des gauches. Donc déjà je crois qu'on peut le saluer. En ce qui concerne l'inspiration des mandatures précédentes et des mandatures de Simon Renouch et de Paul-Antoine Luciani, évidemment il y a des choses que nous gardons, il y a un sillage dans lequel nous nous inscrivons. En revanche, il faut faire très attention. Notre démarche et ma démarche n'est absolument pas passéiste. L'idée, c'est des programmes qui sont tournés vers l'avenir. D'ailleurs, c'est le sens même du mot programme. L'idée, c'est de penser l'avenir. Mais nous avons gardé ce qui nous semblait encore aujourd'hui intéressant, ce qui nous semblait être moderne. Mais il ne faut pas oublier que notre démarche est avant tout progressiste. François Filoni, vous avez participé à bon nombre de campagnes municipales, toutes étiquettes confondues, on dira en tout cas avec de nombreuses étiquettes. Quel message vous voulez porter aujourd'hui dans cette nouvelle campagne? On se rappelle des scores du Rassemblement national aux dernières législatives, deuxième sur la ville, sur la première circonscription, premier au premier tour, sur la ville dans la deuxième circonscription de Corse-Sud, dans le 6e canton. Quel message vous voulez porter aujourd'hui dans cette D'abord, je ne suis pas là pour souhaiter l'échec de qui que ce soit Stéphane Brage, M. Carolage, les autres candidats. Ça veut dire que je suis dans une démarche gagnée pour Ajaccio. J'ai 3 repères, l'identité, la liberté et la méritocratie. Je veux m'inscrire en tant qu'homme de paix, de concordat. J'ai pu travailler avec bon nombre de personnes, quelles que soient leurs origines politiques. Et je pense que j'ai mûri en travaillant avec tous ces gens. Et je ne regrette aucune de mes expériences dans ce domaine. Maintenant, je viens avec un projet, moi, pas pour battre les autres, pour faire gagner Ajaccio, c'est l'intitulé de ma liste. Ça veut dire qu'en tout domaine, on a des réponses dans tous les domaines qui peuvent toucher la vie des Ajacciens. Je pense qu'Ajaccio va mal. C'est les gens qui le disent. Je pense que là-dedans, on a, nous, des propositions concrètes, chiffrées, qui font qu'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes la liste de l'alternance à la mairie sortante. Alors venons-en aux problématiques qui préoccupent les Ajacciens. Et en premier lieu, bien sûr, il y a le logement, ou plutôt l'insuffisance de logements. Il y en a environ 35 000 à Ajaccio, 87% de résidences principales, 10% de résidences secondaires et 3% de logements vacants. Alors le prix d'achat depuis 2020 a augmenté de 10 à 20%. Quant aux locations, l'augmentation est autour de 13%. Alors comment résoudre ce problème? Par la construction, bien évidemment, mais dans quelle proportion, dans quel lieu, pour qui et à quel prix? Autant de questions et approches différentes. Alors, Charlotte Chaiserie, vous avez fait une priorité de votre campagne, cette affaire de logement, et vous insistez particulièrement sur le logement social que vous souhaitez porter à hauteur de 25%. Oui. Alors, nous souhaitons porter le logement à hauteur de 25% parce que, tout d'abord, c'est la loi qui le demande et aujourd'hui, ce n'est pas respecté à Ajaccio. Donc, une des mesures que nous prendrons lorsque nous arriverons aux responsabilités, c'est d'inscrire dans le PLU la nécessité d'atteindre les 25% de logements sociaux. C'est-à-dire que ce soit des logements faits par les politiques publiques ou par les promoteurs individuels, ils devront s'astreindre à 25% de logements sociaux. Ça, c'est une chose qui est quand même assez simple et qu'on peut mettre en place avec une bonne volonté politique. Autre chose, on a beaucoup parlé de la loi Le Meur lors de cette campagne, et ce que je trouve être quelque chose de formidable. Nous, ce que nous voudrions aussi, c'est que cette loi Le Meur, elle serve également à décréter que toutes les nouvelles constructions à Ajaccio, tous les nouveaux logements, ils soient dédiés aux logements pérennes, c'est-à-dire aux résidences principales. C'est-à-dire qu'on refuse absolument que les nouvelles constructions soient dédiées aux
résidences secondaires, et encore moins aux meublés touristiques. En ce qui s'agit des meublés touristiques, nous voulons absolument faire la guerre, tout simplement, aux meublés touristiques. Pourquoi ? Parce que ça enlève déjà du logement aux Ajacciens. Bon, maintenant, je termine sur ça. Ça enlève du logement aux Ajacciens. Et aussi, ça fait grimper absolument le prix, non seulement des loyers, le prix de l'achat, mais aussi le prix des charges pour les habitants. Donc nous créerons un service dédié à la chasse aux meublés touristiques. Stéphane Sbraj, 25% de logement social, vous y êtes favorable? Prenons l'exemple du site de la Miséricorde. Combien de logements, quelle part du social vous prévoyez pour ce site, par exemple? Je précise, vous payez des pénalités annuellement. Oui, absolument. De toute façon, favorable ou pas, c'est la loi, donc il faut l'imposer. Après, le réaliser, c'est une chose. Il y a beaucoup de contraintes qui s'opposent, notamment sur le marché. Puis avec la crise que nous avons traversée, il y a eu des difficultés. Vous avez dressé correctement le diagnostic. Nous sommes sur un territoire tendu, lié à une situation que connaissent d'autres territoires. L'offre n'est pas suffisamment importante par rapport à la demande, donc forcément, le marché est tendu, et en particulier sur le logement social. Alors, au niveau de la stratégie, en termes de création et de répartition sur le territoire, c'est à l'échelon communautaire que les choses se placent. Nous avons arrêté le plan local de l'habitat, volet 3. Nous avons apporté un certain nombre de corrections sur justement les besoins sur notre territoire, et notamment sur la question du logement social. Nous avons signé un contrat de mixité sociale pour opérer un rattrapage qu'on n'opérera pas sur un plan quinquennal, bien évidemment, mais accélérer en tout cas la livraison de logements sociaux. Et pour reprendre l'exemple de la Miséricorde, il y a sur les 700 logements qui sont programmés, envisagés, un peu plus de 40% qui seront destinés au logement social et logement intermédiaire, en particulier en direction des jeunes actifs, parce que c'était un point aussi qu'il fallait corriger dans ce plan, et aussi en direction des familles monoparentales, parce que nous n'avons pas suffisamment construit de T1 et de T2, donc on avait un marché qui s'est développé parfois en niant, je dirais, des réalités et des besoins qui n'ont cessé de croître. Vous parlez du manque d'offres. Est-ce que c'est pas un peu un caillou dans la chaussure quand on souhaite accroître, comme c'est le cas, la population d'Ajaccio? Alors j'ai entendu l'objectif des 100 000, moi j'ai pas un objectif de 100 000 habitants sur... Non, mais en tout cas vous revendiquez le fait que la population ajaccienne elle a augmenté lors des précédentes années. Oui, comme j'ai pu constater aussi... Comme une réussite, je dis. Je dirais, moi je me réjouis que les Ajacciens reviennent à Ajaccio, parce qu'à une époque nous avons plutôt constaté l'inverse, et donc ça a appauvri le territoire, et donc évidemment la cible elle est d'abord et avant tout pour les Ajacciens et les Ajacciennes, et un effort doit être effectivement consenti en direction de nos jeunes, parce qu'on sait que c'est un frein quand on le lie après au développement économique et après l'avenir que l'on veut organiser pour les futures générations. Le logement, bien évidemment, est une priorité, je dirais, essentielle pour notre territoire. Jean-Paul Carolage, sur ce point, le logement, vous avez des propositions, vous en particulier, cette affaire de BRS, si vous pouvez expliquer ça. Le BRS, c'est le bail réel et solidaire, ce qui fait qu'en fait, sur des emprises foncières appartenant à la municipalité, on crée des immeubles qui sont achetés en fonction des revenus, en fonction des revenus pour pour les jeunes et moins jeunes qui rentrent dans ce cadre. Et en fait, l'habitat coûte en fait entre 30 et 40% moins cher, puisque le foncier ne rentre pas dedans. C'est un système en fait comme un bail amphithéotique. Ça pourrait être mis en place. Ça transmet. Sans payer de loyer. Non, oui, on paye un loyer sur le foncier. Dans le BRS, on paye un loyer sur le foncier. Et par contre, on ne peut pas revendre, on ne peut pas spéculer dessus. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire, par exemple, sur le site de la Miséricorde. Mais nous, ce qu'on revendique, c'est plus... ça, ce sont des mesures partielles. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est une vision à long terme. Et il faut que la mairie soit acteur de ce développement foncier. Il ne faut pas que ce soit les promoteurs qui gèrent les constructions, et que la mairie arrive par derrière, comme c'est le cas, on le voit à plusieurs endroits à Ajaccio. Après, il faut refaire les routes, il faut refaire les adductions. En fait, les promoteurs construisent et la mairie vient derrière pour payer les VRD, par exemple. Je dirais, vous avez un exemple ils ont quand même détruit la route derrière la résidence de la Gravonne. Vous avez laissé construire alors qu'il n'y avait pas de route pour accéder. Donc voilà, il y a des cas. Donc il faut que ce soit la mairie qui ait la main sur tout ce qui est construction. Et comme disait Charlotte Etchies, il faut des endroits avec la loi Meur, ça le permet, où il n'y ait que des résidences principales. Donc interdiction de résidences secondaires sur certains quartiers, notamment nous on propose sur le quartier de la Miséricorde, et aussi, on en parlera après, le problème des Airbnb. Vous, François Filon, vous privilégiez l'accès à la propriété plutôt que le logement social. Alors c'est étonnant pour un ancien syndicaliste. Moi, je ne pas de priorité là où vous les mettez. Je veux libérer les énergies.
Je m'en explique. D'abord, il y a besoin de logement social à Ajaccio. Je me permettez de répondre. Donc, dans un premier temps, il faut faire un plan d'urbanisme intercommunal, de manière à avoir une vision communautaire. Savoir qu'on va pouvoir construire autour d'Ajaccio, et pas simplement à Ajaccio, les logements sociaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit affluer des flux de gens qui sont en difficulté sur Ajaccio, et les gens qui sont bien portants, ils vont vers l'extérieur d'Ajaccio. Ça veut dire qu'il faut retrouver cette mixité sociale avec un plan d'urbanisme intercommunal. Mais à ce plan-là, avant de faire ce plan-là, il faut qu'il y ait conjointement un plan de déplacement urbain. Parce que ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas demander à des gens de revenir sur le cœur de ville alors qu'on ne peut pas y stationner, on ne peut pas y circuler. Ça veut dire que je propose, moi, c'est une vision globale. D'abord, on fait ce plan intercommunal pour bâtir, en même temps qu'on fait un nouveau plan de déplacement urbain qui va faire en sorte que les deux se croisent. Parce qu'autrement, c'est le fruit de rien. On va faire des opérations comme ça qui n'ont aucun sens et qui ne livrent rien. Mais je veux revenir d'abord sur l'aspect politique. Je le dis très clairement, dans les trois concepts que j'ai dit, identité, liberté, méritocratie. Identité, je veux qu'on dise pour qui on va construire. Je veux qu'on arrive à un localisme en préemptant la ville des logements pour faire que la ville ait un parc privé qui permette à nos jeunes de 18 ans, qui ne rentrent pas dans les cadres des réglementations, de pouvoir accéder au logement. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que je veux arriver au localisme. Et ensuite, donner la préférence nationale. Ce qui veut dire que, conjointement, le mariage du localisme et de la préférence nationale va faire qu'on va favoriser les gens qui sont en difficulté, les insulaires qui ne trouvent pas à se loger, et pas faire l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, on peut bâtir, on bâtit pour qui ? Et qui bâtit? Je pose aussi la question, non mais parce que la question aussi est importante. Quand vous faites le tour des chantiers, moi je veux bien qu'on développe sur la langue corse, mais quand je fais le tour de chantier, j'entends pas parler le corse, je l'entends parler à Pôle emploi. Donc moi, je veux partir d'une réalité, je veux pas être dans l'utopie, je veux faire en sorte que je vais libérer les bâtisseurs, pas les bétonneurs. On va faire en sorte d'avoir une réglementation très ferme là-dessus, mais il faut qu'à un moment donné, le bâtiment reparte. On ne peut pas rester dans cette situation. Après, le problème des locations saisonnières, c'est un autre problème. Que vous passiez de 2 mois à 3 mois, vous savez, 2 logements sur 3 qui sont en location saisonnière, ce sont des gens qui ont besoin de terminer leur année et qui louent, qui montent au village ou qui vont chez des voisins. Pas du tout, non mais monsieur Kaola, je vous ai pas interrompu. C'est pas les chiffres. Non, c'est pas 2 sur 3, on en est loin. On est à 4 des quartiers, vous devez les voir. Oui, non, mais 90% de résidence principale à Ajaccio. Il n'y a que 10% de résidence secondaire. Moi, je veux bien que vous fassiez le match contre M. Zbrach sur ça. Moi, je parle de la réalité. Je n'interromps personne. Donc, moi, je le dis. C'est le débat. On peut discuter. Non, mais c'est pas la réalité. Non, mais laissez-moi développer. Non, mais bon, on ne peut pas dire de fausses informations comme ça sur une chaîne publique. La fausse information, allez-y. C'est pas de tiers, c'est pas du tout le cas. Alors, écoutez, en ce qui nous concerne, on veut donner une priorité aux insulaires au logement. Et pour ça, on va se donner des règles. On va faire en sorte de travailler, parce que sans foncier... Airbnb, ils sont bien prioritaires. Sans foncier, vous pouvez faire la mouche, toutes les missions. Sans foncier, on ne peut pas bâtir. Aux insulaires ou aux Ajacciens? Vous avez parlé de localisme. Aux insulaires ou aux Ajacciens? On va commencer par la misère qu'on a devant chez nous, et après on va s'occuper des Corses. C'est quoi les critères? Il y a des statuts de résidents, combien d'années, ils sont arrivés quand? Le statut de résident, c'est une utopie. Vous le savez très bien. Il est contraire à l'article 18. Le RNFO, on le sait. C'est pas nouveau. Mais elle n'est pas dans l'Europe. Le problème, c'est que si vous voulez faire sortir des règles européennes, vous n'allez plus avoir les FEDER. Donc, on va revenir tranquillement là-dessus. En tout cas, moi, le cap, il est clair. On va faire une préférence locale avec une préférence nationale. Mais comment alors? Si on ne peut pas, comment vous faites? Si je peux me permettre, je suis candidat. Oui, voilà, justement. Merci. Voilà, Pascal Zagnol, sur la question du logement social, il faut en construire, il ne faut pas en construire? Bon, premièrement, moi aussi, je suis pour une préférence nationale, mais une préférence nationale corse. Deuxièmement, sur le logement social et au-delà, sur le logement dans sa globalité, on a bien vu que ces dernières années, on a beaucoup construit sur Ajaccio et pour autant, le prix au mètre carré continue d'augmenter. Donc la question, ce n'est pas de construire plus ou moins, mais c'est comment on construit et à destination de qui. Qu'est-ce qu'on propose, nous, en ce qui nous concerne du côté de Stinto Ajacin? C'est différents effets leviers. Évidemment, toujours du logement social, on en a besoin. Et moi, je regrette qu'actuellement, l'OPH de la CAPA ne soit plus en capacité de mener à bien ses missions, ne soit plus en capacité d'investir et ne soit plus en capacité de rénover tous les logements vacants et donc non possibles de mettre sur le marché locatif qui sont aujourd'hui non disponibles sur la ville d'Ajaccio. Et pour cause, il n'y a plus de commission d'attribution qui se réunit, monsieur le maire. C'est une réalité. Je vais finir en disant également différents leviers à mobiliser. Il y a le BRS également. Il y a le logement intermédiaire
que l'on peut mobiliser grâce à des bailleurs nationaux pour ne pas réfléchir uniquement en HLM. Moi, mon projet politique, même s'il faut du HLM pour résoudre des situations de précarité ou d'extrême précarité, c'est également d'aller discuter et parler à tous les actifs, à tous ces gens qui travaillent, qui ne sont pas forcément éligibles à un HLM, mais qui n'arrivent pas non plus à s'insérer sur le locatif privé et qui représentent aujourd'hui une majorité de personnes sur la ville d'Ajaccio. Et enfin, c'est mobiliser tous les leviers permis par la loi Le Meur, et notamment les servitudes de résidence principale. Moi, c'est simple, toute construction qui doit sortir d'Ajaccio, de terre sur Ajaccio dans les prochaines années, il ne doit plus y avoir une seule résidence secondaire. Et enfin, on taxe et on encadre mieux les meublés de tourisme, notamment pour créer un grand fonds logement à destination des aides aux primo-accédants. Stéphane Brad, je voulais répondre. D'abord, pour rassurer mes contradicteurs, la servitude de résidence principale, elle est prévue dans les révisions simplifiées du PLU que nous avons lancées, bien sûr, parce qu'on attendait effectivement que le législateur crée des outils pour les maires qui étaient assez dépourvus sur ces questions-là. Pour apporter juste un point de précision par rapport aux résidences secondaires, vous avez rappelé effectivement la part, elle est à prendre en considération. Sur les 1400 unités environ de logements dits meublés, il y en a environ une centaine qui dépassent les 120 jours, et en réalité, après, il y a des locations un peu occasionnelles, ce qui ne les remet pas forcément sur le marché permanent de la location. Vous avez évoqué la construction, il y a le volet aussi rénovation. Nous avons un parc extrêmement vieillissant sur Ajaccio. Nous avons, nous, au niveau de la ville et de la CAPA, lancé un certain nombre d'outils pour permettre aux propriétaires, aux locataires de pouvoir rénover aussi, réhabiliter. Il y a un gros sujet sur la question de la réhabilitation énergétique qui parfois gèle des appartements et qui ne sont pas remis sur le marché. On a lancé aussi des procédures de surélévation des copropriétés existantes pour permettre, quand elles le souhaitent, des copropriétés de faire des surélévations, de construire donc la ville sur la ville et de générer ainsi des ressources pour la collectivité et ainsi pouvoir procéder après des réhabilitations qui, je le rappelle, gèlent souvent le marché à ce niveau-là. Donc c'est plusieurs aspects sur lesquels il faut travailler au niveau du logement. Juste un mot sur les HLM, comme disait Pascal, sur l'Office de l'habitat de la CAPA. Le pourcentage de logements libres, je dirais, est de 6%, alors qu'en France, c'est normalement 3%. Donc ça montre bien, il y a plus de 140 logements qui sont... Vous avez raison, il faut accélérer la rénovation. Voilà, oui, et il faut se poser la question pourquoi depuis un an, il n'y a pas eu de commission d'attribution au niveau des HLM. Et il faut dire que l'office HLM de la CAPA créé pour faire plaisir à M. Marcangeli, pour éviter que cet office soit un office corse des HLM, et qu'il soit... Ah, et bien ça, il fallait penser avant, parce que c'est vous qui en avez demandé la gestion. Donc vous vous retrouvez aujourd'hui à gérer les HLM de Porto Vecchio, de tout le sud de la Corse, sans argent, et sans aussi ce qu'on dit nous, même si ils pensent que ça ne pourra pas se faire, il faut un statut de résident, parce qu'on ne peut pas donner des HLM à des gens qui viennent d'arriver, alors que des Ajacciens attendent depuis 10 ans. Mais en attendant, on n'a pas le statut de résident. Il faut faire avec les outils qui ne sont pas suffisants. Mais voilà, les outils ne sont pas suffisants. On a aujourd'hui une grille d'attribution, il faut que les gens le sachent. La grille d'attribution, si vous êtes loi d'Allo, c'est-à-dire, vous avez prioritaire sur tout le monde, vous avez 1000 points. Si vous êtes handicapé ajaccien, vous avez 80 points. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut changer le système. Donc on ne peut pas dire qu'à droit constant, on y arrivera, parce que ça sera un puissant fond. Il faudra toujours construire pour Et c'est bien de rappeler que le maire a peu de prérogatives sur le sujet. Mais il fallait pas prendre l'office HLM. Également, en effet, on n'a peut-être pas aujourd'hui la possibilité d'appliquer le statut de résident, mais après, il y a aussi des signaux et des messages politiques à envoyer et forts. Et moi, en ce qui me concerne, je ne me réjouis pas d'avoir une hausse démographique sur la ville avec un solde naturel qui est négatif, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on crée de l'appel d'air pour faire venir tous ces gens-là. Pour que les gens comprennent bien, pardon, juste une chose, je disais tout à l'heure le rôle du président de la CAPA, on lui demande de fixer les orientations stratégiques sur le logement à créer sur les 5 prochaines années, mais le maire, par contre, a très peu de prérogatives pour décider, on va dire, entre guillemets, des situations de repeuplement sur son propre territoire. C'est des signaux politiques qu'on doit envoyer. Il faut une vision globale, il faut une vision au niveau du pays, de la communauté d'Ajaccio. On ne réglera pas le problème du logement uniquement sur Ajaccio. Par contre, il y a des outils sur lesquels on peut se pencher. Si je suis élu maire, il y aura de suite un adjoint qui travaillera avec le GIRTEC pour débloquer toutes les situations qui sont en indivision, qui peuvent permettre l'accès à du terrain pour bâtir. Parce que je le rappelle qu'il faut quand même qu'on bâtisse pour donner une espérance à nos jeunes de pouvoir se loger dans le cadre de la préférence que nous avons déclinée. Mais si on ne travaille pas là-dessus, je travaille aussi au niveau national, moi, sur une PPL pour faire en sorte que les droits d'enregistrement en Corse
deviennent au moins, pas comme en Sardaigne à 1 million d'euros, mais au moins 4 ou 500 000, ce qui permettra d'enraciner des gens plutôt que de les diriger vers les HLM. Parce que si on enracine les gens dans leurs biens, c'est beaucoup mieux que de les envoyer dans un HLM. Un mot sur les loyers. L'augmentation est de l'ordre de 13% en 6 ans. Est-ce qu'il faut encadrer ces loyers? Évidemment qu'il faut encadrer les loyers. Mais d'ailleurs, moi, je voulais rebondir sur tout ce que j'ai entendu. Donc, globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas assez de logements à Ajaccio et qu'il est peu accessible. Évidemment qu'il faut encadrer les loyers. Mais moi, je voulais aussi dire un mot de plus en ce qui concerne les HLM. Les HLM sont proprement insuffisants parce que les personnes qui sont en situation d'extrême précarité, les HLM, ça ne leur suffit pas. Ils n'ont toujours pas les moyens de louer même des HLM. Et de ce point de vue-là, le maire peut agir. Il peut agir lui-même au titre de la municipalité, mais il peut aussi agir par le biais des associations. Moi, je suis en discussion constante et depuis longtemps avec de nombreuses associations. Quand il y a 7 lits qui ferment, 7 lits, c'est pas grand-chose, 7 lits, pour les personnes qui sont en grande précarité, pour les personnes qui vivent dans la rue, quand il y a 7 lits qui ferment, que ce sont d'autres associations qui doivent prendre en charge ces 7 lits et qui ne peuvent pas mener d'autres actions par ce biais-là, et que la mairie ne subventionne pas, parce que je pense que... Bon, vous parlez des accueils de jour, madame ? Je parle des accueils de nuit, je parle des logements d'urgence, les 7 lits qui ont... Vous savez que c'est pas une compétence ville, hein. Alors, c'est pas une compétence libre, mais ça peut être un devoir, en revanche, de subventionner les associations. Nous n'avons pas baissé les subventions, par contre. Vous n'en avez pas de... Alors, moi, je fais partie d'une association que je ne citerai pas, qui ne s'occupe pas du logement, pour pas qu'il y ait une association qui est davantage socio-culturelle. Nous, ça fait 2 ans qu'on n'a plus de subventions. C'était pas grand-chose, c'était assez symbolique, c'était 1 000 €. Les associations du même acabit que nous, certaines ont encore des subventions. Mais là, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des leviers par le biais associatif, par le soutien aux associations, et qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas oublier, parce que les logements intermédiaires, c'est fondamental. Les logements pour les actifs, c'est fondamental. Les HLM, non mais il faut une politique ambitieuse. On a bien compris, juste. Mais sur l'encadrement des loyers, est-ce que vous êtes, Stéphane Sbrac, vous êtes favorable à cet encadrement ou pas? Je ne sais pas avec quel outil on peut encadrer les loyers. Moi, je veux bien qu'on étudie, je dirais, ce qui existe vraiment pour pouvoir faire. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que... Sur le principe sur le principe, c'est que les loyers sont excessivement élevés. Ça, c'est évident. Et ça s'est aggravé ces dernières années. Donc il faut les encadrer. Il y a en tout cas une régulation, il y a un outil de régulation à mettre en place. Mais je pense aussi qu'il faut détendre aussi le marché, parce qu'on a une offre, encore une fois, qui est insuffisante. Donc vous avez en fait la conséquence de ce que vous retrouvez dans tous les marchés. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une augmentation par les prix parce que le bien est rare. Je ne pense pas qu'encadrer les loyers, ça soit faisable, parce qu'à un moment donné, il y a le problème de la liberté de ceux qui louent. Maintenant, ce qui est important au niveau de l'OPH, c'est comment on fait en sorte que ces logements deviennent dignes. Quand vous attendez 2 mois dans un HLM où il y a 9 étages pour faire réparer un ascenseur, je pense que c'est le minima. Donc, d'entrée, il faudra aussi un plan là-dessus. Il y a des gens qui vivent avec la moisissure à la maison. Je pense que la dignité passe aussi par des logements dignes. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui pour ceux qui sont logés dans les OPH. Sur ce point, après, on passe à autre chose. Non, l'encadrement des loyers, pourquoi pas? Mais en fait, franchement, de toute façon, ça a été vu ailleurs, ça a été fait, et il y a toujours des moyens de contourner. Non, ce qu'il faut, c'est remettre sur le marché des logements, notamment les Airbnb, on en parlera, et il faut augmenter l'offre. Tant que l'offre sera rare, comme on parlait des T1 et des T2 tout à l'heure, il faut savoir quand même que 26% de tous les T2 de la ville sont en Airbnb. C'est pas négligeable. Vous voulez répondre sur l'encadrement des loyers, après on parlera du Airbnb. Préciser également, oui, sur l'encadrement des loyers, en délimitant également notamment les zones où il y a une plus forte tension, mais ça ne peut être efficace que si on couple cette mesure à d'autres leviers que l'on a précisé d'ailleurs tout à l'heure dans le cadre du débat. Alors, vous avez tous commencé à évoquer la problématique des Airbnb. Vous avez pris des mesures qui sont jugées assez limitées face aux Airbnb, ce qui peut se comprendre parce que ça rapporte aussi à la municipalité et à l'État et aux loueurs, évidemment, bien entendu, dont beaucoup sont ajacciens. Vous n'irez pas plus loin dans les mesures, Stéphane Sbrac, ou vous avez prévu d'aller plus loin, de prendre d'autres dispositions? D'abord, la stratégie de la ville, c'est pas de soutenir le Airbnb c'est pas ce qui a été dit. Au contraire, vous avez pris des mesures. Non, mais on a l'impression qu'en fait, on se désintéresse au sujet. On a été, je pense, la première commune, je dirais, à poser les problèmes. J'étais adjoint aux finances et j'ai créé la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Que je l'ai porté au taux maximum. Donc, il y avait déjà un outil fiscal de régulation pour justement apporter ce signal de favoriser, de privilégier plutôt les biens de consommation, on va dire, d'hébergement, durable. Le maire ensuite, il utilise l'outil que lui permette la loi.
Alors, je veux bien faire des effets d'annonce, comme on a pu entendre, des communes d'ailleurs qui se sont fait pour la plupart retoquer au tribunal administratif. Il y a des règlements qui ont été communaux qui ont été repris. Donc on a attendu effectivement qu'il y ait un certain nombre de dispositifs législatifs qui libèrent les prérogatives du maire. La dernière délibération, les amis de l'opposition ont voté contre sur l'obligation faite aux propriétaires de déclarer les biens qu'ils mettaient sur le marché c'est la loi, hein. Non, mais vous n'avez pas voté pour la loi les oblige à déclarer leur Airbnb. Voilà. C'est pas, nous, on l'a adopté en conseil municipal, mais encore une fois, vous n'avez pas suivi la loi. Il existe ensuite des outils qui vont venir, je l'ai indiqué dans le cadre des procédures de révision simplifiée du PLU, notamment sur les servitudes de résidence principale. Et ensuite, ensuite, il faut savoir ici de quoi on parle. On a parlé tout à l'heure, il faut prendre la bonne cible. Vous avez indiqué la part de ce que représentaient les résidences principales. Aujourd'hui, la loi permet pour les propriétaires en résidence principale de louer leurs biens. Je rappelle que ces personnes-là, on les a incitées pendant des années à faire des investissements avec des dispositifs fiscaux avantageux. Aujourd'hui, si on avait une position, je dirais, trop à l'aveugle, on va dire, où il fallait supprimer le Airbnb, ça ne veut rien dire. Il faut regarder après dans le territoire ce que ça représente et certainement que ça joue sa part effectivement dans les tensions du marché, mais il faut bien le situer pour ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Donc après, le maire, encore une fois, à part faire des belles effets d'annonce, il utilise les moyens qui lui sont donnés par la loi et par le règlement, et c'est ce que nous avons fait, je dirais, à chaque fois progressivement. Après, les lois peuvent aussi changer. Vous avez peut-être aussi vous pouvez aussi avoir une position politique, même si aujourd'hui, elle n'est pas en accord avec la loi d'aujourd'hui, j'allais dire. Mais complètement. Mais Laurent Marcangel, lorsqu'il saisit la commission qui a élaboré après les dispositifs de la loi Le Maire, nous avions deux cibles. Il y avait la question d'abord de la régulation par rapport à un marché qui était anticoncurrentiel. Voilà, Airbnb par rapport au problème de l'hôtellerie, et ensuite par rapport effectivement à l'impact sur le marché des biens à louer de manière plus longue. Donc on avait deux cibles. Après on a fait des études d'ailleurs qui nous avaient mal orientés à un moment donné sur l'impact fiscal et la perte que pouvait accuser, je dirais, la ville. Donc on a essayé de prendre notre temps pour avoir, je dirais, une bonne hauteur de vue sur le sujet et ne pas se précipiter à l'aveugle et simplement faire des effets d'annonce. Et alors évidemment que les dispositifs législatifs doivent évoluer et permettre aux maires d'avoir vraiment des outils qui soient plus pertinents pour la régulation du marché du bien de location durable. Pascal Zagnoli, vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure, il faut aller plus loin pour vous dans l'encadrement, on dira, du Airbnb, même si ça peut rapporter aussi à des Ajacciens, aussi aux collectivités. D'abord, il faut savoir de quoi on parle et à qui on parle. Moi, ce n'est pas l'Ajaccien qui loue un mois l'été pour financer les études de ses enfants que je vais aller chercher. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit un modèle économique sur le Airbnb avec 1, 2, 3 logements. Vous avez des immeubles entiers où vous trouvez des boîtes à clés. Et moi, c'est ces gens-là et ce sont ces mécanismes-là que je souhaite aller chercher. Alors, comment vous faites la différence ? Vous mettez un règlement avec un nombre de biens limité, par exemple ? Pierre, il y a un règlement municipal qui a été voté, mais il y a également des lois qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Vous allez du côté du Pays Basque français notamment, il y a des communes qui ont mis en place la compensation. Pour un Airbnb loué, vous devez mettre un logement sur le marché locatif à l'année. Ça, je crois que ce n'est pas mis en place à Ajaccio, c'est ce qu'on propose notamment. On peut aller encore plus loin sur les taxes, sur les Airbnb. Moi aujourd'hui, je dis tout simplement que ce modèle économique-là, même s'il peut rapporter de façon conjoncturelle aux finances publiques de la ville, c'est pas un modèle viable. C'est pas un modèle viable parce que quand vous avez que des Airbnb dans le centre-ville, vous avez moins d'habitants, vous avez moins de consommation dans les commerces de proximité. C'est tout un écosystème qui est aujourd'hui en difficulté. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On taxe plus, on encadre mieux et surtout on met en place les mécanismes de compensation. Oui, sur les Airbnb, c'est clair, hein, dire des tiers, c'est pas vrai du tout. 90% de l'offre Airbnb est faite par des gens qui spéculent. Il y a sur Ajaccio 75% de l'offre de logements, enfin de logements estivales, je dirais, c'est du Airbnb. Et 25% c'est l'hôtellerie. Il y a 12 000 lits d'Airbnb. Et quand je vous dis il y a 26% des T1 et T2 qui sont loués en Airbnb, c'est pas des Ajacciens qui louent 30 jours ou 60 jours, parce que ça c'est à la marge. Y compris par des SCI qui appartiennent à des gens qui habitent de l'autre côté de la mer. Les services fiscaux vous diront que 50% déjà des gens qui ont ces Airbnb n'habitent pas en Corse. Mais ça arrive aussi, et il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à arrondir les fins de mois, qui disposent d'un petit peu de patrimoine, et qui d'ailleurs payent des impôts pour surdimensionner aussi des infrastructures visant à accueillir du monde. Et pour ces gens-là, qu'est-ce que vous faites du coup ? Non, parce que ce que je dis, c'est clair. Les Airbnb, d'abord, ça
Et il faut effectivement, ça vide le centre-ville. Vous pouvez aller dans la rue Roi de Rome, il n'y a plus un habitant. Il y a des immeubles entiers avec des boîtes à clés. Donc ça a vidé le centre-ville, une partie de la rue Fèche, sur la route des Sanguinaires. Il y a des immeubles l'hiver et il n'y a pas un habitant. Donc je veux dire, vous avez vidé la ville. Après, c'est vrai que... Donc c'est quoi la solution? Vous interdisez, vous régulez, vous limitez dans le temps? Sur certaines zones qui sont surdimensionnées, on les interdit carrément. Par contre, là où a raison Pascal, on ne va pas interdire à un Ajaxien de louer 30 ou 60 jours son logement si c'est son habitation principale. Il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup sur le total. Sur le Airbnb, il y a des choses qui sont quand même faisables de façon très simple. Là, on parle encore de cette loi Le Maire. Nous, ce qu'on a décidé avec l'ensemble de la gauche, c'est 90 jours maximum pour justement que ces Ajaxiens qui vont en vacances, qui montent au village... C'est notre programme. Ça fait les 90 jours. À Paris, le candidat de M. Sbraj veut limiter à 30 jours. Non, mais je vous ai pas... Vous avez un candidat à Paris. Paris, c'est encore autre Pas chose. tous en même temps. Finissez, Charlotte Cheza. Oui, je termine, merci. Nous, l'idée, c'est 90 jours pour permettre à l'Ajaxien qui monte au village l'été de louer et de pouvoir arrondir les fins de mois. En revanche, nous... Pardon, excusez-moi. Non, mais on peut pas... Donc, en revanche, quelqu'un qui serait propriétaire de son bien et qui aurait un T1 à louer, un Ajaxien qui serait propriétaire de son bien et qui aurait un T1 à louer à côté, pour vous, il faudrait l'interdire. Alors, mais c'est pas pour nous, c'est que nous, dans notre programme, c'est qu'il y a l'histoire de la numérotation de l'enregistrement qui effectivement est dans la loi, mais on peut durcir cette loi, on a le droit. C'est-à-dire qu'on a le droit, par foyer fiscal, à un enregistrement Airbnb. Donc ça fait que 90 jours, si on a un autre logement, qu'il est vacant, il n'y a pas de meublé touristique qui tienne. C'est un logement qui doit revenir aux Ajaxiens. Et à partir de là, on doit discuter pour voir à quel loyer on le fait. Si on peut mettre en place un plafonnement des loyers, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les Ajaxiens se logent. Et évidemment, Airbnb, je le redis, je l'ai dit en introduction, nous, on veut faire la chasse pour des raisons économiques, effectivement. Quand on a des rues qui sont remplies que de Airbnb, il n'y a personne qui consomme, mais il y a aussi une raison sociale à tout ça. C'est-à-dire que le lien social en ville, il tient aux habitants qui vivent ensemble dans les immeubles, qui peuvent se soutenir, une personne âgée qui est soutenue. On parlait des mères célibataires qui peuvent être soutenues par l'environnement. Il n'y a que du Airbnb, on perd tout. Et vous parlez d'identité corse. Je crois que l'identité corse, quand même, elle tient à cette âme de village, elle tient à cette solidarité qu'on perd complètement avec ce modèle... ce modèle du continent qu'on a importé et sur lesquels les Corses s'enrichissent aussi. 2 secondes. Moi j'ai une question à poser à mes contradicteurs, pardon. Pardon, juste une seconde. Je ne suis pas encore exprimé. Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est... On va mettre du discernement. On va mettre du discernement... C'est la raison qui parle. Dans les locations saisonnières. À savoir qu'on va faire la part des choses entre l'Ajaxien qui, pour des besoins personnels, il n'a pas 15 logements... Ça veut dire qu'il a un logement qui va faire de la location saisonnière, on va faire la part des choses. Et les sociétés qui ne font que du fric, ils ne manquent uniquement que du fric. Ça veut dire que cela, on peut les taxer. Maintenant, sur la résidence secondaire, moi, si je suis maire d'Ajaccio, je vais arrêter les 60% supplémentaires qu'on met sur la résidence secondaire. Je m'en explique. Parce qu'il y a un débat de fond. On ne peut pas dire qu'il y a une âme en Corse, on ne peut pas dire qu'il y a un peuple, qu'il y a tout ce qu'une identité, et taper dessus. Quand vous habitez Guagno, vous avez un logement à Guagno, vous avez un logement à Ajaccio, vous avez 60% en plus à Ajaccio. Ça veut dire que vous voulez couper les racines avec le village. Et moi, c'est insupportable. Ça veut dire que la première résidence secondaire, il n'y aura pas de surtaxation. Elles viendront pour les autres. Mais la première, je veux qu'elle soit liée à leur enseignement des Corses, là, dans la maison de leur famille, où le sang a coulé, où c'est la transmission de l'identité, si vous permettez. La plupart du temps, la résidence secondaire, elle est au village et pas en ville. Hein. Non, mais c'est rarement. La taxe foncière est moins chère au village. Non, mais je peux terminer. Vous défendez votre modèle spéculatif, moi je défends un modèle d'identité. Oui. Là, vous êtes en train de dire le contraire. Alors moi je le dis. Moi j'ai une résidence secondaire à Ajaccio, je paye un impôt, ça me semble normal. Oui, mais ça dépend quel impôt. Parce qu'il y a des gens qui, eux, n'arrivent pas à le payer l'impôt. Quand le maire d'un village vous demande de s'inscrire pour des questions de recensement de manière à donner des moyens à son village, que Ajaccio, alors qu'il y vit, il y travaille, il va être surtaxé 60%, je trouve ça injuste. Je dis bien pour le premier logement. Pour le reste, oui, ça rentrera dans la taxation. Mais là, vous êtes en train de déraciner les gens de leur village, ce qui veut dire qu'après, vous ferez le cours pour savoir où est votre identité. Moi, c'est dans la maison familiale. On va rêver quand même. C'est le Rassemblement national qui va nous donner un lot, qui va défendre les villages. L'économie de marché, moi, monsieur. Non, mais nous, on veut taper sur les villages. On est tous d'accord pour taper sur les villages. Si vous voulez permettre aux gens de partir,
Il faut libérer du réalité, terrain. elle est là. Et vous opposez à tout, vous. Pas tous en même temps. Ah Stéphane oui, Brun, je vais vous y on peut répondre. pas mentir avec Non, vous. je vais répondre. Moi, je veux libérer les gens du bâtiment, parce que quand le bâtiment va, tout va. On a bien compris. On a bien compris. Il faut faire venir des gens à Ajaccio en plus. Mais je ne vais pas faire venir des gens. Je vous Ah, parle vous construisez pour qui, alors d'intercommunalité. Je crée. Je Donc suis il faut, dans un pays. il faut que des gens arrivent. Mais non, ils vont Je sais pas, vous dites qu'il faut qu'il y ait personne. Les 5000 qui cherchent un logement, ils arrivent ou ils sont déjà là? Eh ben, vous savez comment ils vivent. Il y a des gens qui vivent précaires. Ils ont 18 ans, ils sont obligés de rester à la maison chez les vous, les parents. 5000 qui arrivent, qu'est-ce que vous en pensez avec la préférence nationale? Vous parlez des 5000 qui arrivent. Ceux qui sont là, il y a 5000 sont là demandes qui- qui cherchent à se loger. Ah, d'accord. Je parle de ceux qui sont là, à qui on ne peut pas donner Et donc, vous voulez d'espoir. agir sur Guagno. C'est ça, moi, j'essaie de comprendre. Parce que vous avez parlé des Bon, on va serpents. pas. En particulier. On n'a pas prévu de débat pour la Voilà. municipalité de Groigne. On va passer la parole à Stéphane Brage, si vous voulez bien. d'identité ici, vous direz ah. S'il vous plaît, François Villard, là, monsieur Suffit, Phil, laissez parler un peu les autres. Non, moi Je laisse parler. j'avais juste une interrogation parce que l'histoire des quantums, on passe de 120 à 90. Je vous rappelle que les besoins, ce sont des besoins pérennes. Les gens, ils ne cherchent pas à être logés pendant 9 mois. Ils cherchent à avoir une maison, un appartement. 2 mois ou 3 mois. Bon, on est plutôt dans cette cible-là. Donc on voit bien après la limite, je dirais, du levier en direction du Airbnb qu'il faut réguler parce qu'il y a des distorsions, j'en conviens. Moi, quand je parle des besoins, je parle des besoins affichés et identifiés sur le territoire. Les 2500, 2700 demandes récurrentes de logement social avec les délais longs d'attribution de logements sociaux, c'est sur Ajaccio. Voilà. Après, les vagues migratoires dont vous parlez, je ne sais pas d'ailleurs si on a 5000, et je ne sais pas si vous parlez à l'échelle de la Corse ou à l'échelle d'Ajaccio. Moi, je vois surtout une population qui a déserté la ville pendant un temps. Et la stratégie, c'est d'organiser un retour des familles actives ajaxiennes à Ajaccio. Et donc la cible, c'est effectivement de répondre à du besoin pérenne. On voit bien qu'après, la limite de l'exercice, si vous descendez même à 90, je ne suis pas sûr que ce soit incitatif. Vous allez libérer de toute manière le logement uniquement pour 9 mois. Donc vous et êtes ne pas d'accord, il n'en faut plus. Non, c'est Non, pas... alors- Si vous allez, Alors, il en faut au plus, mais bout de après, logement, vous il en faut heurtez, plus. M. Carolage aussi a un principe de réalité. Il faudra faire évoluer Non, aussi la Constitution sur le droit de liberté, propriété. Aujourd'hui, vous avez quand même un droit inaliénable, qui est quand même le droit de propriété, qui est un droit Oui, constitutionnel. sauf que les copropriétés peuvent refuser le Airbnb. Mais vers votre avec la résidence nouvelle loi. secondaire, je ne veux pas rentrer dans des questions privées, mais j'imagine que vous devez la louer ou pas, j'en sais rien. Non. Bon, très bien. C'est un logement vacant. Il faut montrer Bon, l'exemple. voilà, donc il faut le remettre sur le marché, monsieur Non, Carolage. mais si je puis me permettre, juste une Très vite, toute après on petite- passe à autre très, chose, très parce que vite, le une toute temps petite précision. s'écoule. Hein. Justement, nous, l'idée, c'est le logement pérenne. C'est on ne peut louer qu'un seul logement 90 jours, un logement en résidence On a principale. bien Si on en compris. a un autre, c'est en location pérenne. Et là, l'obligation. On a bien compris. Alors, mais autre thème de notre débat qui fait beaucoup parler à Ajaccio, c'est celui des mobilités. Pour être très clair, de la circulation, du stationnement, des parkings, c'est un point noir que personne ne conteste. Le constat, pour le coup, est unanime. Alors, si les efforts ont été faits, on est quand même loin du compte. Il manque des parkings, les transports en commun sont assez inopérants. Et, cerise sur le gâteau, le téléporté est un gouffre financier et un désert de défréquentation. Vous reconnaissez que c'est un domaine où vous avez échoué? Non. Pour une raison simple, M. Albertine. Il est prématuré de faire des bilans. Vous avez terminé votre présentation en décrétant le gouffre financier d'un téléphérique qui a été mis Ah, en c'est la circulation. CAPA qui le dit, hein. Non, la CAPA n'est certainement pas... 1,4 million de déficit par an avant qu'il soit ouvert. Pas une ici pour battre ma coulpe. Mais 99 jours d'activité, c'est un peu court quand même pour bilanter. Et surtout, il faut le resituer, je dirais, dans un ensemble, une stratégie qui est quand même ouverte à une articulation sur d'autres moyens de mobilité qui ne sont pas satisfaisants. J'en conviens, vous avez parlé au début, sur lequel il y a un gros travail à faire, évidemment, avec un réseau existant qui n'emporte pas satisfaction des usagers. Et je mets l'usager au cœur du dispositif. Et puis une grande partie aussi de la ville qui n'est pas du tout... tu as raison. D'ailleurs, ça me permet de faire, si vous permettez, une petite rétrospective. Parce que le choix du téléphérique, on ne s'est pas levé un matin en se disant on a une idée géniale. Je rappelle, en 2017, la collectivité de Corse... Il y a bien quelqu'un qui vous a soufflé l'idée. Non, mais je vais vous dire, je vais vous faire la genèse, vous allez comprendre. On a prévu de parler du téléphérique après, mais non, c'est vous qui l'avez. non, mais c'est lié au téléphérique parce que vous voulez faire passer l'idée comme quoi elle était descendue du ciel en parachute. En 2017, il y a un plan pluriannuel routier qui a été adopté par la collectivité de Corse qui prévoyait la fameuse arlésienne de la collectivité de Corse, de la pénétrante, qui est la nouvelle route de Mezzane au Stillette, avec un équipement aérien au rond-point de Bodiccione et la fameuse prolongation de la rocade, le 1 km 100, que tout le monde attend là aussi depuis des décennies, des Milelles jusqu'au Vitoul. 2017, 45 millions. Il y avait à l'affichage à 223 millions sur le routier. Un tiers a été engagé, pas dépensé, de l'aveu même de Gilles Siméon. Et donc sur les équipements, qui sont des équipements très importants d'entrée de ville, donc le domaine routier, 45 millions prévus, 0 dépensé.
zéro réalisation. Alors, on apprend dans la presse que le rond-point de Bodichon, en tout cas sur le Donc pont vous avez qui fait était le prévu- téléphérique comme un pis-aller, Je vais alors. vous expliquer, je vais arriver. Le suspense Donc, vous saviez qu'en 2026, il n'y aurait rien, vous avez en 2017, vous avez choisi le téléphérique. Vous allez comprendre, le suspense va vite tomber. Non, parce qu'après, il faut mettre en place une stratégie lorsque on ne répond pas, je dirais, à ces obligations en termes d'ouvrage routier, très pénalisant, et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais Bodichon, on apprend dans la presse que le rond-point, le pont qui était prévu est supprimé, donc ce qui rend complètement inefficace la pénétrante. Et ce qui avait supprimé le Est-ce qu'il y rond-point avait, de Bodichon, qui lui était existant. Laissez finir Stéphane Brage, s'il vous plaît. J'étais intervenu moi en 2017. Oui, mais attendez, on parle dans un débat. Il a laissé supprimer le Vous rond-point. n'avez pas été sur la réponse, monsieur Filon. Le rond-point, l'équipement de dénivellement du rond-point de Bodichon a été justifié pour retirer le rond-point du quartier de Bodichon, donc ce qui a été la double peine. Vous avez été naïf, puisque en supprimant, vous avez embastillé 5000 personnes sur la rocade, qui tous les soirs font 500 mètres. Non, on n'a pas la maîtrise, ce sont des ouvrages. Ce sont des équipements. Je ferme sur le téléphérique. Concluez, parce que... Attendez, ça va venir. Je ferme sur le téléphérique. En 2016, Laurent Marcangel reçoit le conseiller exécutif Aquavive. Et Aquavive lui explique qu'on ne pourra pas tout réaliser. Il y avait ça qui était en chantier. Et il y avait dans le projet la route, l'option Aspret, Nouvel Hôpital, Collège. D'accord ? Ça a été abandonné pour des questions financières, d'urbanisation et d'impact écologique, parce qu'on puisse traverser les villes Péraldes. Ça a été abandonné. Donc face téléphérique, oui, non, mais, justement, oui. En 2017, il y a une opportunité, on écrit le PDU. On a une colline qui est en train de s'urbaniser, le Stillette, avec le déplacement de l'hôpital, vous l'ignorez pas. Donc un quartier à part entière, avec des entrées de ville, Mezzaville et Saint-Joseph, avec un flux de voitures que vous connaissez. Donc face à cet état des lieux, il y a une opportunité qui se présente. L'opportunité, c'est le PTIC, c'est-à-dire des financements sûrs. Voilà. Il y a ensuite une réalisation courte, c'est moins de 2 ans. Et ensuite, oui, il y a un impact écologique qui est, en termes d'empreinte carbone, beaucoup plus positif que le tracé d'une route, avec les conséquences en termes d'urbanisme. Il marche avec quoi? Il marche à l'eau, le téléphérique? Il marche en tout cas. Il marche sur le vase qui Ce qui est certain, c'est que vos amis de la collectivité de Corse, ayant un avis personnel sur ce sujet, vous, nationalistes, vous avez préféré voir des fonds fédères repartir à Bruxelles plutôt que profiter au tissu économique. Pas tous les nationalistes, je précise. Pas tous, d'accord. Qui auraient pu profiter au tissu économique local, parce que les 6 millions d'euros en question... Donc en fait, ça a été créé pour faire travailler Roca et c'est... Non. C'est ça, parce que vous êtes en train de nous dire ça. Le téléphérique, c'est pas une entreprise locale qui l'a fait. Il n'y a personne qui a travaillé localement sur le téléphérique. Recentrer ce débat Donc voilà, pour que les je ne sais pas si vous avez parfaitement compris, mais je vais vous expliquer ce qui a à un moment donné C'est un peu long. inspiré ce choix-là. Et pardon, monsieur Albertine, mais je le redis encore, vous avez peut-être tous envie de compter après les passagers dans les cabines pendant 3 ans. On aimerait bien que vous nous donniez les chiffres. Vous m'avez écrit, je vais vous répondre. Et quand? Après les élections? Écoute, non, mais monsieur, vous savez, vous avez un expert comptable sur votre liste. Oui. Il devrait vous dire que les bilans, on les fait à l'année. Voilà. Ah, d'accord. Ben oui, Vous savez pas au jour le jour, monsieur, vous savez pas au jour le jour combien il y a de... Je suis pas aussi féru que vous et passionné pour ça, mais voilà. J'espère que j'ai un peu éclairé votre lanterne. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'espère que je vous ai éclairé un peu votre lanterne. On peut parler des mobilités au sens large, parce que le téléporté, les Ajaxiens ne le prennent pas, donc je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment concernés par la chose. C'est un peu réducteur quand même. Non. Ils en prennent quand même. Une cinquantaine par jour environ. Bah écoutez, Samedi après-midi pour prendre les enfants. Vous verrez sur les chiffres. Mais encore une fois, c'est pas le sujet. Au-delà de ça, prenons un peu de hauteur et parlons des propositions et du constat. Merci Stéphane. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de mobilité, les Ajaxiens, les usagers au sens large, vivent et subissent la situation au quotidien avec des embouteillages où on ne s'en sort plus et on se rend compte qu'au final, le réseau de transport en commun, les Ajaxiens s'en plaignent et n'est pas efficient et le téléporté qui aurait dû résoudre tous les problèmes pour l'instant, ne fait pas ses preuves. Donc, ça tombe bien parce que c'est au moins une réussite. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? D'investir massivement en partenariat avec la collectivité de Corse et en mobilisant également des fonds européens pour redessiner les entrées et sorties de ville. On pense également qu'il faut mobiliser le pourtour maritime en créant pourquoi pas et en renforçant notamment les mobilités maritimes avec des bateaux et en créant des pôles d'activité multimodaux du côté de Saint-Joseph. Le téléporté, pour en parler, moi je ne suis pas favorable pour l'instant à son démantèlement pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a cramé plus de 50 millions d'euros d'investissement. Ce n'est pas pour aujourd'hui avoir un ouvrage dont on ne pourrait plus disposer. Il y a un constat qui est ce qu'il est, maintenant il faut construire autour et créer des mobilités nouvelles. Et enfin, les mobilités doivent être couplées à de l'offre de stationnement en ville également. On peut croire que l'Ajaxien, du jour au lendemain,
va se jeter dans les transports en commun. Malgré tout, l'Ajaxien reste attaché à son véhicule, donc il faut coupler et travailler sur 2 jambes, du stationnement en hypercentre et des mobilités retrouvées, notamment en favorisant également la multimodalité avec la voie ferrée. Vous êtes favorable à un tram qui aille de Mezzaville jusqu'au Sanguinaire, c'est ça? De Mezzane. De Mezzane, pardon. Alors, nous, l'idée, évidemment, c'est que tout à l'heure, vous me demandiez si on s'inscrivait dans le sillage des mandatures précédentes, des mandatures de gauche, bien sûr. En ce qui concerne le tram-train, oui. D'ailleurs, c'est ce que font mes adversaires. Je ne sais pas si le terme est adéquat, mais bon, on va concurrent, je ne sais pas, c'est pas un concours non plus. Bon, bref. Nous, l'idée, évidemment, tout le monde est d'accord. Il y a un problème de mobilité à Ajaccio, il faut le résoudre. Après, il ne faut pas faire de promesses, évidemment. Qu'importe qui gagnera, qu'importe qui sera à la mairie le 22 mars, on ne pourra pas changer les choses en 5 minutes. Donc l'idée, par exemple, de dire que, évidemment, en 5 minutes, l'Ajaxien ne va pas lâcher sa voiture, de toute façon, les choses ne pourront pas être faites en 5 minutes. Il faut des mobilités aussi qui soient indexées sur les revenus des Ajaxiens. C'est-à-dire qu'il faut que tous les Ajaxiens puissent prendre les transports en commun. Il faut qu'il y ait des mesures de gratuité pour ceux qui peuvent y prétendre aussi, évidemment. Et il faut développer. Il y a un modèle qui fonctionne bien, et moi, je ne sais pas pourquoi il n'est pas développé partout. C'est le modèle de la cittadine. Là, évidemment, on peut aller de partout, c'est-à-dire qu'on peut desservir convenablement l'empereur. J'en ai déjà parlé dans un précédent débat, mais je vais refaire un petit point là-dessus. À l'empereur, ils attendent soit 45 minutes un bus le matin, et l'après-midi, il n'y a plus rien. Ils sont complètement enfermés, ils sont enfermés dans leur quartier. Moi, je suis contre le fait d'exclure des Ajaxiens de la ville. Castellucci, c'est un bus toutes les heures. Je pense qu'en attendant de repenser entièrement le réseau de bus, ce qu'il faut faire évidemment, mais qui ne peut pas être fait en un mois, il faut au moins développer des mobilités immédiates. C'est la cittadine. Je pense que c'est assez simple de dire, tiens, il y a une cittadine qui va aller dans l'ensemble des quartiers, qui va les ramener en centre-ville. Et il y aura également d'autres choses, évidemment. Vous parliez des transports maritimes. Évidemment, il faut utiliser la mer à Ajaccio. C'est très important. Pour une fois qu'on est d'accord. Mais écoutez, je vous félicite alors. Juste une question. C'est important. L'étude, c'est comme le téléphérique, c'est de où à où. Si c'est de nulle part. Vous l'aviez voté, vous, l'étude du téléphérique. Tu l'avais un peu voté, François. Attendez. Non, mais moi, je veux bien qu'on fasse la rumeur. Vous avez voté l'étude. On a voté le principe de l'étude. C'est une chose. Quelle est la différence? Vous étiez d'accord sur le principe et pas dans les faits. Mais parce que tout à l'heure, vous parliez de discernement et de raison. Donc moi, j'estime que la raison, ça se joue dans les prémices. Qui va descendre de Mezzane? Qui va prendre? Il n'y a personne autour. Qui va prendre? Vous allez développer des transports pour amener du vide en ville. Il y a quelques Vous allez de ce côté pourtant. Vous connaissez ce coin. Je peux terminer. Donc, sur le téléphérique, il y a eu d'abord une première étude. J'ai voté l'étude. Ensuite, le téléphérique. Non, mais attendez, permettez. Laissez parler. Allez-y. Alors, il y a eu une étude. Cette étude, je l'ai voté le principe. Derrière, le téléphérique, lui, il a été voté l'étude finale qu'en 2023. Donc, je n'y suis plus depuis 4 ans. Entre l'étude, où il y a une empreinte environnementale, parce que vous voyez, vous parlez d'environnement, il y a 90 mètres carrés dans l'empreinte environnementale. On nous dit, voilà, ça s'arrête là. Aujourd'hui, on est à 30 000 mètres carrés dans l'empreinte environnementale. Ça n'a plus rien à voir. Dans un premier temps, il passait par le Vallon, maintenant il passe par les crêtes. Et le plus grave, c'est qu'on devait saisir... Pourquoi vous adressez qu'à moi? Vous m'interpellez. Allez-y. Sur vos décisions quant au téléphérique. Vous voulez me couper dans la bouche? On peut parler de la bouche. On peut être une petite référence à La Fontaine, moi ça me plaît. Sérieux, je vais vous couper à chaque fois. Si vous voulez. Non, si vous pouvez conclure votre propos, ce serait bien. Donc, on devait en principe passer par le Conseil des paysages. C'est une obligation constitutionnelle qui n'a pas été respectée. Je compte derrière mettre en cause la responsabilité de l'État parce que je trouve que l'État a tourné la tête sur certains points de règlement. Donc maintenant, le téléphérique, j'aurais souhaité personnellement qu'il soit plein. C'est un échec. Nous, on a mesuré cet échec, il va porter, vu que, comme il est parti, environ à 4 millions d'euros par an de déficit. Ces 4 millions portés sur 10 ans, c'est 40 millions. On ne peut pas s'engager, nous, sur 40 millions de déficit. Donc vous le démontez? On va voir avec l'État, pour le mettre devant ses responsabilités. L'État a une obligation de moyens et de légalité. Je pense qu'il n'a pas joué son rôle. Donc dans ce domaine-là, nous allons faire en sorte que s'il faut le démonter, on le démontera parce qu'on n'a pas vocation à faire tourner quelque chose qui... Jean-Paul Carolage, sur les mobilités. Un mot au moins sur la SPL, parce que c'est quand même... Donc chaque fois on en parle, il y a eu la grève des chauffeurs, on a mis les chauffeurs
On a entendu tout sur leur salaire, sur ce qu'ils faisaient. Moi, je voulais rappeler à M. Zobradj que la SPL, vous l'avez créée, vous avez nommé vos amis à la tête de la SPL, vous en avez fait une base électorale, vous avez embauché, c'est-à-dire vous êtes passé, je ne sais pas, de 20 à 40 administratifs, et aujourd'hui, vous mettez toute la faute sur les chauffeurs. Pas du tout. Par contre, la société est quasiment en faillite, c'est votre œuvre, hein, et vous êtes là aujourd'hui. L'autre jour, en conseil municipal, vous avez dit qu'il n'y aura pas de privatisation. Mais par contre, le son qu'on a entendu au débat d'RCFM était un peu différent. C'est-à-dire qu'on envisage. Alors, on est en train de se demander, est-ce que vous n'avez pas, une fois créé cette SPL et vous êtes aperçu que, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à la gérer comme il fallait, est-ce que vous n'avez pas quelques volontés de l'offrir encore une fois, ou à des amis, ou enfin, on verra. Je suis pas sûr que ce soit un beau cadeau, hein, pour le coup. Ah, écoutez, il y a quand même 11 millions d'euros de budget. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, en plus... 10 millions supportés par la collectivité. En plus, ce que je ne comprends pas, c'est comment quelqu'un a décidé à la CAPA de faire s'arrêter les bus dans la montée du tribunal, je veux dire, dans la Passapatouche. Comment on peut, des gens qui se déplacent, qui partent des Salines, ils ne peuvent même plus aller à la préfecture. C'est une absurdité totale. Je ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas qui s'est rendu compte. Écoutez, moi, je travaille aux Salines. Tous les jours, je vois des personnes âgées qui ne comprennent pas. Ils ne peuvent plus aller à la préfecture faire leurs courses. Dans ce domaine de la gestion, c'est une absurdité. Je fais une SEM. Ça sera Laissez répondre Stéphane et ça va permettre d'avoir un fonctionnement. Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous n'allez pas continuer sur ce schéma-là. Sur ce schéma-là. La SPL, c'est pas une mauvaise chose, c'est une société. Ouais. Le tout, c'est de la gérer comme il faut. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, il faut... Oui, un peu. Il faut la gérer comme une société. Il faut la gérer comme une société. Vous ne la gérez pas comme une société. Vous la gérez comme une société, vous faites une SEM, ça sera public-privé et on aura des responsables. Il faudra quand même liquider la SPL. On la fera. Avant la SPL, nous avons créé la SPL, bien sûr, on doit en assumer effectivement la responsabilité de la gestion. Il y avait avant la SPL, une DSP, c'était une société privée. Il y avait aussi des difficultés. C'est ce qui a motivé d'ailleurs la création de cette SPL, qui est un outil, ce qu'on appelle l'outil in-house, parce que c'est un actionnariat public-public, avec une société certes anonyme, mais c'est un actionnariat public-public. Et effectivement, la philosophie de départ, c'était de dire on va pouvoir le gérer en direct. Je n'ai même pas la faute sur les chauffeurs. Il y a des difficultés au niveau de l'entreprise. Je n'ai pas un avis d'ailleurs personnel sur les points sur lesquels il faut restituer. Mais M. Carolage, j'ai fait voter un audit organisationnel qui a débouché sur le déclenchement d'un article 40. Quand j'ouvre ce prisme-là, je ne vise pas en particulier telle ou telle catégorie. Je vise tous les problèmes de l'entreprise, y compris les questions de gouvernance. C'est-à-dire qu'elles soient politiques, et j'en assumerai les responsabilités, ou de la dirigeance, c'est-à-dire au niveau de l'exécutif de la société. Donc je ne mets de côté aucun élément. C'est grave, ça veut dire que soit on l'a fait dans votre dos, vous avez été naïf, ou soit vous l'avez fait consciemment. Mais quand on est dans l'action, vous savez, quand on est observateur, on observe. Quand on est dans l'action, on prend des responsabilités, on met en œuvre, on évalue, et quand on évalue, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Ça fait 12 ans quand même. Non, ça fait pas 12 ans. Mais après, les difficultés, vous savez, elles se corrigent pas du lendemain. Les usagers, ils attendent quand même quel schéma? La solution. Vous n'avez pas de schéma aujourd'hui. Mais c'est un non, mais ce qui est opérateur. important, c'est de penser aux usagers aujourd'hui. Il y a des gens qui demandent des abris bus. Je ne pense qu'aux usagers, monsieur Philippe. Et sur le point de bus, il n'y a pas d'abri. Ça ne peut pas fonctionner. Vous avez 60 points d'arrêt de bus, il n'y a pas d'abri. Comment vous voulez que ça fonctionne sous la pluie? Juste un point. Juste un point. Après, Jean-Paul Carolage a parlé effectivement du réseau. Il y a aujourd'hui des changements qui ont été mis en œuvre. Ils feront aussi l'objet d'évaluation. Il y a certainement des corrections à apporter. Je ne dis pas le contraire. Voilà. Mais sur la question de la société, il parle de société d'économie mixte à la place de machin, etc. Moi, quand j'ai dit qu'en conseil municipal, quand j'ai dit, mais bien sûr, mais il faut la liquider, par contre, il faut le dire aussi. Quand j'ai évoqué ça en conseil municipal, Jean-Paul, monsieur Carolage, je disais qu'il était de ma responsabilité d'aller jusqu'au bout de l'outil que nous avions mis en œuvre. Par contre, j'ai bien expliqué aux organisations syndicales que toutes les cartes n'étaient pas entre les mains du président de la CAPA et qu'à un moment donné, l'intérêt social de l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être à un moment donné partagé et défendu collectivement. Donc il y a du travail à faire au niveau de l'entreprise. Moi, je ne peux pas présumer aujourd'hui des succès. Je mets tout en œuvre pour pouvoir le faire. Si ce n'est pas le cas, par contre, la responsabilité de l'organisation des mobilités, elle restera du ressort de la CAPA. Et donc, il faudra envisager un autre quand même, sur la situation des transports en commun, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit l'outil au sens du statut juridique qui pose problème et la SPL. Moi, je pense tout simplement que c'est quand même grave que 10 ans après la création de la SPL, on en soit à dire
on va faire une évaluation, on va faire un diagnostic, on va voir ce qui va ou ce qui ne va pas. J'ai rencontré, comme d'autres candidats certainement, les chauffeurs de bus. Aujourd'hui, cette société, elle a tout simplement les symptômes d'une société qui coule, qui va dans le mur, et sans jeu de mots cette fois. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment est-ce que sous Transdev, le budget annuel de fonctionnement était de 7 millions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut être pratiquement à 12 millions pour une qualité de service qui, au quotidien, qu'on ne mesure pas. Les avantages sociaux. On pourrait. Mais les avantages sociaux, c'est pas tout. Aujourd'hui, on a quand même. Je vais finir. Moi, j'ai coupé personne non plus. En termes d'avantages sociaux, il y a quand même aujourd'hui une situation sociale préoccupante du côté de la Movistrade avec des chauffeurs contractuels qui sont les moins bien payés de France. C'est aussi, aujourd'hui les accords d'entreprise sont tombés et les contractuels aujourd'hui sont à 1 500 €. C'est la mais les contractuels, ils travaillent comme les autres. Les contractuels travaillent comme les autres, ce ne sont pas des sous-salariés. Vous savez qui paye quand même. Ce ne sont pas des sous-salariés, mais il n'y a pas de souci. Mais le contribuable, justement. L'équation n'est plus bonne. Bien sûr, mais il fallait peut-être se rendre compte avant. Et aujourd'hui, il faut avoir un cap managérial tout autre. Il y a quand même près de 30% des salariés qui sont des employés non roulants sur la société. La moyenne nationale des entreprises de transport public, j'ai regardé, elle est à 7, monsieur le maire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des choix stratégiques à un moment donné qui ont été faits par la gouvernance politique. Vous avez comparé le coût du kilomètre ? C'est bien, oui. Bien sûr, il est plus haut, il est plus haut que la moyenne, mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à créer des infrastructures nouvelles, des voies de bus dédiées. Aujourd'hui, un bus ajaxien roule moins qu'un bus bastiais, notamment. Mais ça, c'est lié notamment au problème de circulation. C'est pas le problème du chauffeur. Vous saluez le bien, c'est bizarre. Donc, c'est les statistiques, c'est mon côté universitaire. Vous savez, des fois, je prends des outils quantitatifs, je prends un peu de hauteur et je livre un diagnostic. Le diagnostic aujourd'hui sur la situation des bus, il n'est pas bon, il est même très mauvais. On a bien compris. On va parler du stationnement. Vous avez, je dirais, l'idée la plus originale de la campagne. Vous voulez faire un parking flottant. Est-ce que c'est réalisable ? Vous savez, à un moment donné, on a des idées, on est pragmatique 5 minutes. Je me dis aujourd'hui, bon, il y a le parking camping, des millions d'euros ont été dépensés, il a été abandonné. Ça ne germine pas comme le téléphérique, le parking flottant. Hein. Donc maintenant, on a déjà payé. Hein. Mais vous savez que le parking flottant, je précise quand même, avait déjà été évoqué à l'époque. C'est pas une nouveauté sous le regretté Jacques Nasser lorsqu'il présidait la Chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est quelque chose qui était déjà y compris dans les cartons à l'époque, et c'est quelque chose qui est rentable. François, et qui existe depuis 35 ans. Quand il fait pas mauvais temps. Et qui existe depuis 35 ans. Par où on y va ? En scaphandre ? C'est vrai, François, qu'en Europe. Il faut du foncier. C'est vrai que. Non, mais les pays scandinaves, je les ai visités. Mais c'est vrai que dans les pays scandinaves. C'est vrai que dans les pays du Nord, il n'y a pas de tempête, il fait 40 degrés toute l'année. C'est vrai. Vous devriez peut-être voyager un peu plus. Mais par contre, du coup, c'est vrai, super. Mais c'est vrai, on fera un petit point globe-trotteur tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce qui a marché dans d'autres pays depuis 35 ans ne pourrait pas marcher ici parce que nous serions mauvais. Non mais attendez, il faut rationaliser là. Qu'est-ce que je vais finir 5 minutes parce que moi je coupe personne. C'est bien ce que j'essaie de faire. Je suis le Benjamin d'élection, mais j'ai l'impression d'être le plus serein et le plus calme. Si vous aspirez à être maire, faites preuve d'un peu plus de calme et de respect envers les concurrents. Non, simplement, le parking flottant, mais pas que. Il faut également de l'offre de stationnement sur le Grand Ajaccio, et ça fait le lien avec les mobilités. Il faut densifier l'offre de transport en créant également du tram-train, etc., et permettre aux gens de rentrer en ville. Mais pas que. Il faut de l'offre de stationnement en hypercentre. Ça passe par cette idée de parking flottant. Ça peut passer également par d'autres parkings. La différence qu'il y a, c'est que le parking flottant, il n'y a pas de consommation foncière, et ça a un coût d'installation bien moindre qu'un parking souterrain de 4 ou 5 étages. Merci. Juste pour aller, puisqu'il parlait de la Chambre de commerce, a priori, les phares et balises qui sont la propriété de l'État devraient déménager, et le projet qui existe depuis une dizaine d'années de parking du Margonnade devrait a priori voir le jour. Donc ça ferait, il n'y aurait pas peut-être... a priori, c'est dans le... Oui, il faut couper les solutions, c'est pas l'une contre l'autre. J'ai une petite information à vous donner sur le sujet. Vous avez écrit avec le président Jean Domenech en octobre 2025, justement pour le déplacement de la subdivision des phares et des balises, puisque c'est un vieux sujet, un vieux serpent. Oui. Et donc, effectivement, ça fait partie des emprises dont on ne maîtrise pas. Quand on ne maîtrise pas. Il serait d'accord, donc. Bon, mais tant mieux.
Mais on l'avait effectivement saisi. J'ai pas parlé du stationnement. Vas-y, oui. C'est la stratégie. Vous avez la parole. Parce que la question des mobilités de stationnement, c'est un tout qu'il faut prendre dans son ensemble. Nous, on a essayé de répondre, en tout cas, tout n'est pas achevé bien sûr, à la problématique d'abord du stationnement résidentiel en hypercentre. C'est la vocation de l'extension du parking du Diamant qui va livrer 200 places supplémentaires. La poche de stationnement aussi que l'on voudrait organiser sur la galerie marchande et surtout l'ancienne galerie, pardon. Et surtout, même si ce n'était pas notre projet initial, on en reparlera, et surtout l'organisation de parcs relais en entrée immédiate d'hypercentre, en privilégiant après les modes de déplacement doux, puisque nous avons aussi une politique de restitution d'espace public, ça ne nous a pas échappé par la rénovation des. Et vous n'allez pas augmenter les places de parking, puisque sur le projet de la Miséricorde va enlever plusieurs centaines de places. Comment il va enlever plusieurs centaines de places? Est-ce que dans vous allez aménager le parking sera maintenu à la Miséricorde? Bien sûr, il y aura 1500 places, dont 500 en places relais. Vous avez passé de 300 à 500 en places relais sur la Miséricorde. Il y a même un projet d'ascenseur urbain pour reconnecter. Même par fusée, on l'a pas lu. Mais vous ne l'avez pas lu parce que pourtant le programme est arrivé dans vos boîtes aux lettres. Vous devez bien le lire. Il y a le logement dédié le stationnement dédié au logement et sous l'impulsion du succès du parking relais à la Miséricorde, il y a 300 places, on va le porter à 500. Plus cet équipement de mobilité douce, de reconnexion par la mise en place d'un ascenseur urbain. On a organisé aussi à la place Millau une autre poche de stationnement. Il y a un parc relais. Donc l'idée c'est effectivement de ceinturer l'hypercentre et d'organiser après le report modal avec les navettes qui tournent toutes les 6 minutes. Donc vous dites que la place Millau va rester un parking pour l'instant, en tout cas, ce qu'il faut organiser, M. Carolage, c'est traiter aussi l'entrée de ville sur la partie ouest. Vous avez quand même beaucoup de voitures qui rentrent, et à un moment donné, ça crée aussi ce phénomène de saturation. Vous avez vu d'ailleurs qu'avec ce parc relais, et à Landry également, il y a plus de place après sur le stationnement de surface. Donc ça vise effectivement à décongestionner et à privilégier les modes de déplacement. Combien de places supprimées sur la mandature? Arrêtez de poser des questions, il est en avance sur le temps de parole. Compensé par la récupération. Non, le bilan il est positif. Pardon. Moi j'habite dans le quartier du tribunal, on ne peut plus se garer, par exemple, depuis que la montée de la gare a été supprimée. Il y a 15 places à l'espace Alban qui ont été créées, donc là il faut bien regarder. Bien, mais vous en avez supprimé 32 dans la montée. Non, et 32 mais que vous avez récusé après au niveau du Fèche, puisqu'on a déplacé des bus. Du Fèche, pas un projet. J'habite au tribunal, vous allez me garer au Fèche. Question, François, j'ai pas dit que... Non, mais j'ai pas la misère. Nous on a un projet de 1200. Non, mais mon projet, c'est pas l'équation sur laquelle on est en train de parler. Voilà, on fera les soustractions et les additions plus tard. Charlotte Etchez, sur le stationnement. Merci. Moi, mon projet, je voudrais qu'Ajaccio comprenne déjà qu'il faut faire face à des défis climatiques. Et moi, j'ai pas franchement envie d'une ville, quand on dit la place Millau, ça reste un parking. Moi, c'est des choses qui me contrarient à titre individuel et à titre collectif. Je parle pour l'ensemble de la gauche et de beaucoup d'Ajacciens. L'idée, c'est que on soit dans une ville et qu'on ne soit pas dans un parking géant. L'idée, c'est que les enfants, ils jouent dans des endroits qui sont arborés et pas au milieu de voitures. Je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Il faut des transports collectifs. Donc on n'a pas parlé de transports en commun. Donc nous avons, évidemment, l'idée, c'est de développer les mobilités. Moi, je suis bien consciente, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas changer les choses en 5 minutes, que c'est un travail de fourmi, voire un travail d'orfèvre. Et l'idée, c'est que, peu à peu, la ville, elle soit réservée. Pourquoi les artisans ne sont pas de gauche? Parler d'orfèvre, il y a d'autres artisans. Un travail d'orfèvre, mais... Bon, écoutez, je vais arrêter de discuter, là, parce que ça me fatigue. Poursuivez. Je cède. Je vous laisse le dernier mot, il n'y a aucun problème. Nous, l'idée, c'est qu'on va développer les transports en commun. Il y aura beaucoup de mobilité, et surtout des mobilités douces. On va faire en sorte de créer des îlots de fraîcheur dans la ville. Les îlots de fraîcheur, vous imaginez bien, c'est pas des parkings. C'est pas de création de parking en ville, donc, pour vous? Non, à l'entrée de la ville. L'idée, c'est d'accueillir au maximum. Et en attendant, pour pouvoir pallier tout ça, parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser les gens dans cette situation, moi, je parlais de la cittadine, de développer le plus possible la cittadine dans l'immédiat pour qu'il y ait des solutions immédiates et des solutions qui sont sur 5, 10, 15 ans. On a entendu 2000 arbres. Sur les parkings, Jean-Paul Carolage. Le parking, il y a celui qui normalement devrait se faire sur celui de la CCI, et on a discuté, puisqu'on a des amis à la CDC, sur l'emprise de la gare. Il est possible justement d'enlever des bâtiments qui servent à la maintenance des trains, de les transférer à Mezzane, et sur cette emprise-là, de faire 2 parkings, un de 300 places et un de 400 places. Et ça, on va en discuter ensemble, parce qu'il y a un plan partenariat de l'aménagement avec la collectivité. Oui, mais en attendant, au moins pour les quelques années à venir, puisque là, c'est sur 20, peut-être sur 10 ou 20 ans. J'ai pas la même relation. Sur les années à venir, il peut se créer très, très rapidement 700 places sur l'emprise de la gare. Alors, vous avez dit très 1200, vite, très vite. 1200 places, vous avez dit déjà. 1200 places. Parkings. Et quid du parking d'aujourd'hui du Diamant? Je rappelle que ce projet est à 30 millions
il y a 2 millions de rajouts, et maintenant Vinci réclame 9 millions. Ça veut dire qu'on est hors les clous, et que les marchés publics permettent de monter à 33 millions. Ça veut dire que quid de venir de cette dette qui est en train de se créer au parking du Diamant, parce que c'est 10 millions de dettes qui vont arriver encore sur la ville. Ça veut dire 10 millions de réalisations qui ne vont pas être faites ailleurs. Pardon ? C'est pas parce que Vinci réclame qu'ils vont obtenir. Ah, mais je pense que si vous les réclamez, je ne pense pas qu'ils fassent la manche devant le parking. Si vous réclamez 9 millions, s'il te plaît. C'est quand même important. On vient de prendre un autre thème après, parce que l'heure avance. On vient de prendre un coup de 10 millions sur la tête, les contribuables ajaxiens. On est en droit de se poser la question. Quel amateurisme dans la conception de ce dossier. Alors, troisième élément. Juste pour préciser, dernier conseil municipal, c'était pas 30, on était à 35 millions d'euros et j'ai demandé si c'était fini. C'est 41, vous avez dû m'appeler, je vous ai demandé si c'était fini, on m'a dit non. Non. Mais c'est 41. Vous savez, dans les marchés de cette ampleur-là, il y a toujours des. Oui. Vous aviez une place. C'est un autre sujet pour les Ajacciens qui nous écoutent. Oui, c'est en train d'être chiffré. C'est en train d'être chiffré. C'est imputable pour partie, je dirais, à Vinci. Mais quand vous allez sur la place du Diamant, que vous vous rendez compte qu'il y a des travaux de compensation à faire. Moi, j'appelle ça la place des pyramides. Parce que la dalle est fissurée, c'est l'héritage aussi. Elle a disparu. Voilà, donc. Allez, on avance un peu dans le débat. Troisième élément, l'aménagement de la cité de façon générale et du centre-ville en particulier. Alors le projet emblématique à venir, c'est celui de la Citadelle. L'enjeu est important et chacun a des propositions en la matière et une vision très différente de sa destination. Alors vous avez un projet important et ambitieux, à la fois culturel et économique, c'est la création dans cette Citadelle d'un musée international Napoléon. Alors l'idée est peut-être séduisante. Vous le consacrez essentiellement à la culture, la Citadelle ? Pour majeure partie, à la culture, autour d'un musée qui pourrait se faire autour de l'image de Napoléon, qui est quand même un personnage historique connu, et où on pourrait créer quand même un tourisme économique. Et c'est dommage que les majorités bonapartistes n'aient pas encore créé le musée napoléonien qu'ils avaient pourtant préconisé dans leur campagne dès 2014. Pour autant, un musée culturel autour de Napoléon, mais également de tous les grands visages de la ville d'Ajaccio. On peut penser également à Tino Rossi notamment. La Citadelle, au-delà de ça, on doit en faire un quartier à part entière. Un quartier à part entière, majoritairement à vocation culturelle, à visée familiale. Pourquoi pas imaginer un grand espace, un théâtre de verdure et des espaces où les Ajacciens auraient plaisir à aller flâner le samedi et le dimanche en famille. On peut imaginer également la création de la première crèche immersive publique de la ville d'Ajaccio. Aujourd'hui, il n'y a plus de crèche en hyper-centre-ville. Pourquoi pas la mettre à ce niveau-là. Et enfin, vous l'avez chiffré, ce projet ? Créer une petite offre. Le projet de musée est chiffré, oui Pierre, dans mon projet, mais je vous laisserai à la fin de l'émission. Non, je parle du projet global. Le projet global serait financé déjà pas uniquement par les fonds municipaux, il pourrait être financé également par des partenaires avec la collectivité, avec l'État notamment sur le volet culturel, et enfin sur les fonds européens, mais au-delà de ça également y mettre une petite part de logement à vocation de résidence principale uniquement. Je ne vais pas faire le débat que l'on a fait tout à l'heure, mais donc un quartier à part entière et résolument ouvert sur la ville. Vous privilégiez l'habitation, dispositif BRS dont vous avez parlé tout à l'heure, mais aussi une crèche, une résidence pour personnes âgées. Pas une vocation culturelle. Non, aussi, essentiellement. Notamment, musée napoléonien, j'y mettrais un bémol parce que le moindre objet appartenant à Napoléon, on passe aux enchères à des sommes folles, donc on n'a pas les moyens de... C'est une politique ambitieuse culturelle qu'on doit mener également, en partenariat avec d'autres musées aussi. On pourrait parler à un musée, enfin un autre type de musée, mais enfin napoléonien, ça paraît très difficile. Après, non, ce qu'on dit, c'est qu'on veut en faire un vrai quartier avec des habitants, avec une âme, avec des gens. Et c'est là qu'on remet le BRS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne veut pas que ce soit l'occasion de spéculation. C'est sûr qu'habiter à l'intérieur de la Citadelle, ça pourrait être et très rapidement prendre une plus-value énorme. Donc on veut le mettre avec un système où justement on fixe des règles et où on ne pourrait pas revendre, pas spéculer sur les biens. Et on propose aussi également la création d'un hôtel en lien avec l'école hôtelière qui vient d'être créée à la Chambre de commerce, qui serait une sorte d'hôtel d'application où les élèves pourraient venir travailler. Pas d'hôtel de grand luxe, pas de privatisation de la Citadelle au bénéfice de quelques-uns, et pas non plus le Disneyland d'Ajaccio qui serait ouvert l'été pour les touristes avec des marchands de souvenirs made in Taïwan. Voilà, donc nous, ce qu'on veut en faire, c'est un quartier ajaccien. Charlotte Duchesne, sur la Citadelle. Alors, en ce qui concerne la Citadelle, moi, je l'ai dit, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on donne la parole aux Ajacciens qui puissent participer de ces projets. Alors, effectivement, moi, je pense que beaucoup de choses peuvent être faites à la Citadelle, mais pas tout.
Je pense qu'on ne peut pas tout mélanger, tout faire d'un coup. Vous parlez du sillage des mandatures précédentes. Je vois que les idées de musée napoléonien, quand même, ça s'inscrit aussi dans le sillage de Paul-Antoine Luciani. Je suis contente qu'on soit nombreux là-dedans. On avait fait la proposition. Écoutez, c'est parfait. Je pense que c'est Lénine. Non, mais l'idée, Vous la reprenez pas, cette idée Lénine ou Mao, non? Mais même Staline, moi, je pense. Vous voyez que je vous dis, c'est ce qui est venu parler de Napoléon à Ajaccio. Donc, en ce qui concerne la citadelle, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que ce soit un lieu qui revienne, évidemment que ce ne soit pas un outil spéculatif. C'est un lieu qui doit être donné aux Ajacciens et pas un outil spéculatif. À partir de là, et en ce qui concerne l'aménagement global, parce que c'était votre question, il me semble, au départ, hein, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit sur cette lancée de la citadelle et qu'on s'intéresse, par exemple, à la base d'Asprey aussi, pour essayer de récupérer cet espace, pour en faire un espace où les... Merci. Il faut discuter. Le contexte international semble compliqué. Elle a été réarmée il n'y a pas longtemps. Et écoutez, si vous voulez, on va discuter. Vu le temps qu'il a fallu pour récupérer la citadelle... Mais alors, il faut être ambitieux, c'est des projets pluriannuels. Et je pense que ce sont des... Je pense que ce sont... On en parle depuis des années. Mais évidemment, mais je pense que ce sont des idées qu'il faut développer. Je pense aussi qu'Ajaccio, on parlait de culture tout à l'heure, excusez-moi, je voudrais juste terminer là-dessus. On parlait de culture tout à l'heure, je pense qu'Ajaccio mérite aussi une scène nationale. Pourquoi ces projets ont été oubliés, je ne sais pas. Parce que là, pour le coup, on pourrait même gérer le tourisme, avoir un tourisme un peu plus intéressant, un tourisme sur le long terme, et pas un tourisme de masse. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Très vite sur la citadelle, vos propositions, François Filon, vous, essentiellement l'espace culturel, c'est ça? Espace patrimonial, identitaire et culturel. Je veux y installer, Pascal parle, je veux y installer Bonaparte, je veux y installer Napoléon III, et je vous dis que nous avons tout le Second Empire qui est dans le musée Fesch et qui ne peut pas être exposé faute de locaux. Ce qui veut dire qu'on a de quoi à mettre quelque chose de phénoménal qui va faire qu'en sorte, Napoléon III va rappeler qu'il a fait la République italienne avec Garibaldi. Ça veut dire qu'on va avoir un événementiel à l'international. Si on comprend qu'on ne va pas faire des champignons ou des logements dans la citadelle, avec moi, il n'y aura pas d'enseigne, ni Leclerc, ni Panzani dans la citadelle. Ça sera dédié. Toutes les associations de la ville auront un loco. Je veux que ça soit un lieu fusionnel, un lieu de vie qui va attirer de toute l'Europe des gens pour venir à Ajaccio. Voilà le projet de la citadelle. Stéphane Zvraj, c'est votre majorité qui l'a récupéré, la citadelle. Où vous en êtes du projet? D'abord, je tiens à dire que lorsque nous avons effectivement récupéré la citadelle, nous avons lancé une concertation publique où nous avons fait un peu comme dans ce tour de table, appel, je dirais, au désir des Ajacciens et des Ajacciennes dans la représentation de la citadelle. Ça ne veut pas dire après qu'on a récupéré tout ce qu'ils avaient énoncé, mais ça nous a donné un élément d'ambiance. Nous avons lancé aussi une activation, c'est-à-dire en attente de l'aménagement futur, on a ouvert, on a regardé un petit peu comment les gens s'appropriaient, je dirais, de l'espace. Il y a cette idée de la place du village, de retrouver quelque chose, une forme de quiétude qui vient en complément d'un centre-ville. Cette citadelle, nous l'avons voulu comme un quartier vivant à part entière qui vient se greffer sur un centre ancien, avec, bon, quand on fait le tour de table, il y a des points d'accord sur des sujets. C'est la mixité fonctionnelle qui va faire vivre la citadelle. On ne peut pas avoir que de l'équipement public parce qu'il y a une question aussi d'équilibre économique de l'opération. Oui, pour un hôtel. Pour un hôtel grand standing. Oui, c'est dans le programme, absolument. Mais il en manque à Ajaccio. Au Louvre, il n'y a pas d'hôtel dedans, je vous rassure. Et pourtant, le monde afflue, musée du Louvre. Oui, mais par ailleurs, autour, il y a d'autres choses quand même. Ouais. Mais moi, je souffre un petit peu que quand à Ajaccio, quand on organise des congrès, les gens vont à l'hôtel sur la rive sud. Il y a un besoin, puis je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on parle à chaque fois de ça, dans toutes les citadelles. La citadelle de Bassa, il y a un hôtel. Bon, voilà. Mais par contre, il y aura un parti pris largement réservé, je dirais, à l'aménagement patrimonial, autour notamment du passé militaire et de la résistance. Je rappelle quand même qu'il y a la cellule de Fred Cameron. Des espaces immersifs culture également, un théâtre de verdure. Donc, pas de musée Napoléon pour vous. Alors le musée Napoléon, nous on avait le projet je disais on avait parce qu'on n'a pas obtenu le financement parce que d'un préfet à l'autre on n'a pas droit à une continuité de la parole de l'État sur le sujet. Et on avait ce projet 2 en 1 de rénovation de l'hôtel de ville et d'un espace muséal dédié à la famille Bonaparte sur le 2e étage. Pour l'instant on n'a pas les financements, mais la question effectivement d'un équipement muséal autour de la famille Bonaparte est évident pour nous. Étant entendu comme ça. Ça va être difficile. Ouais, on va évoquer. On va évoquer un autre sujet. S'il vous plaît. Votre projet. S'il vous plaît, on fait le débat. Apporter juste un point, pardon. Oui. Juste parce que ça, c'est non, mais il reste un peu sur le sujet. C'est pas la rumeur. J'ai la lettre du ministre qui dit que la citadelle a été mise sur Choose France à la demande du propriétaire. Choose France, c'est simplement une publicité. Non, c'est pas une publicité. Alors attendez. On a compris que la citadelle n'était pas à vendre. Il faut bien le comprendre.
comprendre, parce que j'ai pas de lien avec le Qatar, contrairement à ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Et surtout, le modèle économique, plus sérieusement, ce sont des baux des baux à construction. Ce sont des baux à construction. J'ai pas les correspondances épistolaires que tu as. Ce sont des baux à construction, donc pas d'aliénation du domaine qui restera le domaine privé de l'Ajaccio. Il y a toutes sortes de choses qui circulent. S'il vous plaît, stop. Il y a toutes sortes de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. On va pas ici en faire l'écho. On va évoquer un. C'est en dehors des réseaux sociaux. S'il vous plaît, on va essayer de continuer. Après, vous allez vous plaindre de ne pas avoir pu évoquer certains thèmes. On va évoquer le thème de la sécurité. C'est un élément aussi de débat. On va quand même préciser qu'Ajaccio est l'une des villes les plus sûres de France, même si la délinquance existe comme ailleurs, à travers le trafic de drogue ou les incivilités, par exemple. La situation semble largement sous contrôle. En tout cas, si on s'en réfère à ce classement-là. Pourtant, vous envisagez presque tous de renforcer la police municipale, de développer l'installation de caméras. C'est la déclinaison totale locale du discours du RN, François Filon. C'est un discours pour rassurer les citoyens qui aujourd'hui commencent. Je rappelle qu'on est dans ce qu'on appelle une période d'incubation. Tout ce que l'on rigolait qui se passait sur le continent est maintenant chez nous. Il n'est pas sur le continent, c'est chez nous. Vous avez des lieux, peut-être sur la place de Charles de Gaulle, où ça va, mais quand vous rentrez dans les quartiers comme les Cannes, où la vente de drogue se fait à ciel ouvert, quand vous allez à Petradimark, la drogue se vend à ciel ouvert, quand on arrive à enlever des enfants, chose qui ne se passait jamais, que quand des personnes âgées n'ont plus le courage de sortir le soir, je parle qu'il faut ramener la quiétude. Alors je ne vais pas faire de la vidéosurveillance, je vais faire de la vidéoprotection. Je m'en explique. La vidéosurveillance, on va vous surveiller. Moi, je ne veux pas surveiller les gens. Je ne veux pas de commérage sur la ville. Je veux de la vidéoprotection. Ça veut dire qu'on filme ce qui se passe sur la ville et s'il y a un événement, on peut remonter les coupables. Ça, Et je veux doubler aussi les effectifs de la police municipale parce qu'il y a une demande dans les quartiers, ils veulent être rassurés devant les sorties d'école. Il y a plein de missions. Et l'armée, la police municipale aussi. Je peux dire qu'avec le sortant, j'étais à la tête de la police municipale quand on a décidé de Vous êtes tous d'accord avec l'armement de la police municipale ne confondez pas, c'est moi qui avais la police municipale. Donc, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je veux rassurer, je veux ramener de la quiétude parce que les gens ont peur. Ce sentiment, il est réel. Les statistiques de la police nationale concernant le trafic de stupéfiants fait que la Corse devient une plateforme du trafic de stupéfiants et Ajaccio, on prend toute sa part. Et moi, je veux mettre stop à ça, pas en prenant les missions de la police nationale qui sont des missions régaliennes, mais en les accompagnant, en étant des partenaires, de manière à faire en sorte que la drogue quitte Ajaccio. Merci. Jean-Paul Carola, je vous la laisser armer, vous, la police municipale ? Non, franchement, armée, la police municipale, qui m'explique, je ne sais pas combien ça fait 4 ans qu'elle est armée, combien de fois ils ont eu, même pas à s'en servir, mais à avoir la c'est une arme de dissuasion, on leur mettra des pistolets à eau, peut-être. Oui, mais tu dissuades de qui ? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut une police de proximité. Qui c'est la police de proximité ? C'est pas la police municipale. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et il faut avec des pistolets à eau. S'il vous plaît, François Filon, essayez de développer. Avant, ils n'avaient pas de pistolet, ça a changé quoi ? Ça change. Il y a combien d'interventions dans l'année ou même de police nationale qui nécessitent d'être armés. Bon, enfin, passons. Mais le problème n'est pas là. Il faut les redéployer. Parce que moi, je veux bien qu'ils passent des matinées devant les écoles à mettre des PV aux parents d'élèves, pendant qu'au Cannes, comme disait François, on dit là, ciel ouvert. Donc il y a des endroits où il doit être plus présent et c'est vrai, il faudra sûrement l'augmenter parce que c'est le sentiment qu'ont les gens. Je ne dis pas que la sécurité n'a pas explosé. D'ailleurs, à la limite, la mairie n'est pas fautive. Il y a des comportements importés d'ailleurs aussi, mais c'est vrai que la drogue est partout aujourd'hui. Mais pas que la drogue. C'est-à-dire que sur le cours Napoléon, si vous voulez se passer à 18h, les femmes qui vont faire du sport ne se sentent pas tranquilles. Donc s'il y a des moments... à cause de quoi ? Les SDF, notamment, les SDF qui deviennent agressifs. Qui deviennent agressifs. Se multiplient. Voilà, je dis simplement que la police de proximité, ça sert simplement à rendre les choses paisibles. Voilà. On ne va pas d'accord avec l'analyse. Non, mais on va taser, parce que disait la dernière fois, on va taser personne, c'est simplement pour la tranquillité. Je suis absolument scandalisée, moi. Là, Par quoi ? Mais je suis scandalisée par ça. Vous rendez compte de la sécurité. Il y a des personnes dans la rue qui agressent les vieilles dames. Non, mais là, franchement, vous jouez un jeu de caricature qui n'est pas très élégant et qui ne vous ressemble pas, je trouve. La semaine dernière, j'ai eu... Non, mais deux SDF qui se sont battus devant vous. Non, mais attendez, mais la politique... Il y avait des jeunes filles qui étaient effrayées. Non, mais attendez, les enfants, la politique, c'est pas le cas particulier qui montre le cas général. Attendez, la sécurité à Ajaccio. La sécurité à Ajaccio, le vrai problème, il y a des chiffres
chiffres, moi j'ai retrouvé des articles, parce que la dernière fois, j'en suis presque venue à douter. Bon, j'ai retrouvé des articles du 25 juillet 2025, c'est peut-être le 26, peut-être que j'ai un trou, où M. Zbraj, M. Nicolas Sept et le préfet ont discuté de la sécurité à Ajaccio. Il en est sorti quoi? Que l'insécurité. Écoutez, franchement, il n'y a pas tellement de problèmes de petite délinquance, c'est dans le corps ce matin. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'en parler. C'est le plan intercommunal de prévention de la délinquance. Il n'y a pas de problème, mais j'y viens. J'essaie de développer, de faire des introductions, développement, conclusion, ça m'importe beaucoup. Donc, la petite délinquance à Ajaccio, elle est quasi absente. Il y a un problème de gestion des violences faites aux femmes dans le cadre intrafamilial et il y a un énorme problème lorsqu'on parle de la drogue. Lorsqu'on parle de la drogue et du grand banditisme, il faut quand même essayer de dire les mots à un moment donné. On parle de la mafia. Hein. Et la mafia, le sujet, c'est qui ? C'est l'État. C'est des compétences qui sont régaliennes. Donc attendez, non mais il y a un énorme problème de désengagement de l'État. On ne fait rien, on tourne la tête, nous. Non mais on sait que... Bon là là, non, mais, arrêtez oui, mais voilà, votre argumentaire ne tient pas la route parce que vous ne me laissez pas développer le mien. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, un maire, il y a une clause de compétence générale, on a le devoir d'agir dans notre ville et d'essayer de demander qu'on agisse pour notre ville. Après, je ne pense pas que ce soit la police municipale avec ses petites armes qui va aller enrayer le trafic de drogue et qui va aller s'en prendre à toute la mafia de Corse. À un moment donné, je pense qu'il faut être réaliste. Moi, ce que je propose en revanche également, c'est que éventuellement, ce qu'on peut faire, tout le monde a l'air très inquiet à Ajaccio, c'est faux. Ce sentiment d'inquiétude, il est de monter de toutes pièces par des démagos, par moments, par des démarches qui sont populistes et par les médias, qui jouent un peu le jeu. C'est vous qui faites monter les extrêmes. C'est vous qui faites monter en niant la réalité. Je nie pas la réalité, moi je dis des termes que vous n'osez pas dire. Je vous dis qu'à un moment donné, il faut parler... Pas tous en même temps. Non, là c'est le monde des bisounours. non, c'est pas le monde des bisounours. Le monde des bisounours. Non, je vous parle des femmes qui se font assassiner chez elles, c'est pas le monde des bisounours. Je vous parle de mafia. On est loin. Non, c'est pas deux choses totalement différentes. C'est un contexte global. Il y a des choses dont il faut s'occuper. Bon, mais attendez, vous avez des chiffres de la préfecture. Vous avez le procureur qui s'exprime sur ce sujet. Tout le monde est d'accord au mois de juillet. Tout le monde tient un discours au mois de juillet. On a compris. Pascal Janniot, non, mais attendez. Moi, ce qui me concerne, dès le mois de juillet, on tenait le même discours. Cette manipulation est profondément, proprement honteuse. Et accuser les personnes qui sont sans abri, qui sont malades de l'insécurité au lieu de les prendre en charge, moi, ça me choque. Je trouve ça absolument honteux. Pascal Janniot. Moi, je pense que sur l'insécurité, je ne dis pas qu'aujourd'hui, à Ajaccio, nous sommes dans les quartiers nord de Marseille. Pour autant, quand vous allez à la rencontre des personnes dans certains quartiers, ils vous disent qu'aujourd'hui, passé une certaine heure, elles ne sortent plus parce qu'elles se font embêter par des marginaux qui, bien souvent, sont soit malades, soit sous l'emprise d'alcool, soit parfois même un combo avec la prise également de stupéfiants. Jean-Paul parlait tout à l'heure de jeunes femmes qui se font embêter. Moi, j'habite dans le quartier du tribunal. Tous les soirs, on a des personnes qui traînent à ce niveau-là et ça ne rassure pas les jeunes femmes ou les personnes âgées qui habitent dans ce quartier-là. Pourtant, on est en hyper-centre-ville. Donc, ça, c'est la réalité. Moi, maintenant, je ne suis pas d'accord en disant la police municipale ne sert à rien, on va leur donner des pistolets à eau. Moi, je pense que la police municipale, ça doit être une police de proximité, une police de la tranquillité publique, pas une police des procès-verbaux et des contraventions qui viennent me mettre des PV tous les jours dans le quartier du tribunal parce que vous avez supprimé des places et qu'on ne stationne plus, mais on n'a pas les horaires en ligne. Il faut les prendre en charge socialement, politique, sociale. Et par contre, non, dire tout simplement, mettre également de la police de proximité avec une antenne notamment dans le quartier des Cannes. On n'attend pas que la police municipale aille combattre les mafieux. Par contre, ça peut être une première police d'intervention pour aller démanteler les premiers points de deal qu'il y a à ciel ouvert et en pleine journée. Moi, je comprends toujours l'histoire de soigner les symptômes plutôt que les causes. Moi, je trouve que c'est une idée politicienne. Mais vous voyez, tout à l'heure, vous étiez communiste, maintenant vous êtes FN. Charlotte Tchez a abordé le problème à travers la question. S'il vous plaît, François Filon. Merci, François Filon. Vous étiez tenu à carreau jusqu'à présent, là, c'est bon. Le thème de la mafia que Charlotte Tchez a abordé, la coordination anti-mafia a tenu une conférence de presse il y a quelques jours pour évoquer le sujet. Alors, on peut dire que la mafia elle est aussi présente à Ajaccio comme elle est dans d'autres endroits de Corse. Comment, si vous arrivez aux Acères, les uns et les autres, vous abordez le problème La mafia, c'est simple. La mafia, c'est la jonction entre la voyoucratie qui existe et qui existera toujours. Il n'y a pas de pays sans voyous, ça n'existe pas. Même dans les pays communistes, il y avait une mafia. Le problème, c'est l'interconnexion avec le politique, et notamment à travers parfois les marchés publics, parfois d'autres choses, les pressions qui sont
mise sur les élus pour avoir des marchés, pour avoir des terrains, pour avoir... voilà. Donc il y a certaines choses qui existent, il y a des enquêtes, donc on ne peut pas dire non plus que tout sort du néant. Moi, ce que je dis, c'est que si moi je suis maire, il n'y a personne qui va venir me tordre la main pour me faire signer ce que je n'ai pas envie de signer. Il n'y a personne qui va me téléphoner pour me dire embaucher mon ami. Il n'y a personne qui va me téléphoner pour me dire ah, mais ce marché-là, il faut qu'il se soit mes amis qu'il est. D'accord ? Tout ça, ce sont des choses qui existent. Quand on a Jean-André Minicone, ben, il faut lire la presse. Jean-André Minicone, il s'est présenté aux élections, on lui a brûlé 3 fois le garage. C'est pas, ça tombe pas du néant. Avant qu'il fasse de la politique, il était resté avec son père 50 ans sans avoir jamais un problème. Je veux dire, quand on a les histoires des terrains à Man ou Simon Giovanni, on a été menacé. Ah, c'est clair. Il faut faire la part des choses. Il n'y a pas la part des choses. La mafia. Giovanni, c'est pas juste. Vous avez été menacé, vous l'avez jamais. On a subi des pressions de la même manière. Oui, mais peut-être vous avez subi de la même manière. Moi, je trouve que jeter comme ça en pâture des noms comme ça, autant pour Aman, je vous suis, autant pour Simon Giovanni, je ne vous suis pas, parce qu'il avait un bail régulier avec la mairie. Il y a des affaires. Vous êtes en train de parler d'affaires qui sont en cours. On ne va pas revenir dessus. Vous n'êtes pas exprimé sur la question de la sécurité. Quand vous voyez le classement d'Ajaccio, est-ce que vous êtes satisfait du travail ou est-ce que vous êtes toujours préoccupé? Non, c'est un indicateur. Et sur la mafia, vous pouvez répondre aussi aux questions. Je rejoins, je dirais, mes contradicteurs sur la question du développement malheureux du trafic de stupéfiants dans toute la ville. Avant, il y avait un endroit qui était identifié. Là, donc effectivement, l'instance où vous faisiez référence, Mme Djezari, tout à l'heure, c'est le comité intercommunal de la prévention de la délinquance que le président de la CAPA préside, qui regroupe effectivement le procureur, le préfet, et donc il sert aussi d'observatoire sur la délinquance. Donc c'est des chiffres qui sortent effectivement. Il y a beaucoup de sujets sur la question du trafic de stupéfiants. Il y a un travail quand même qui a été fait par la police notamment. Il y a beaucoup de saisies, etc. Donc c'est un sujet sur lequel il ne faut pas baisser la garde, voilà, parce que ça génère aussi d'autres infractions par la suite, et puis ça en direction de notre jeunesse, c'est problématique. La question rapidement qui affole aussi notre population, parce que tu faisais référence au quartier dans lequel tu vis, la question de l'errance, dans laquelle il faut travailler effectivement en amont. Il y a des gens effectivement aujourd'hui qui sont dans la rue, qui ont besoin de traitement, il y a des situations de santé mentale qu'il faut traiter et pas stigmatiser, parce que le problème de fond est quand même beaucoup plus important. Il est quand même plus important. Après, sur les questions de pression, je vais vous répondre très simplement à titre personnel. D'abord, je déplore la question des pressions, c'est complètement c'est inacceptable. Et pour ma part, je veux dire les choses très simplement. Si demain, d'aventure, j'étais sous la pression de qui que ce soit pour... Ça vous est jamais arrivé? Ça m'est jamais arrivé. Et si ça m'arrivait, franchement, je prendrais mes clics et mes claques et j'arrêterais tout. Voilà. Je ne suis pas fait de la politique locale pour servir qui que ce soit. Je sers l'intérêt des Ajacciens. Et si demain j'arrivais dans cette situation, elle existe à Ajaccio comme ailleurs, il ne faut pas se leurrer, ça a toujours existé, ça existera certainement encore pendant longtemps. Je le dénonce. Voilà. Et plus largement, j'aimerais qu'on réfléchisse sur le statut de l'élu local aussi. Voilà. À qui on demande beaucoup, et très souvent il a peu. Je pense que vous êtes tous d'accord sur le sujet. Il nous reste un peu moins de 10 minutes d'émission. On va évoquer les questions politiques, on dira, de second tour et les stratégies de second tour. On l'aborde pas alors. On a évoqué le logement social pendant 20 minutes. Après, vous avez pris beaucoup de temps sur beaucoup de thématiques. Donc, c'est pas de notre faute, j'allais dire. Pascal Zagnoli, est-ce que si vous êtes au second tour ou si vous êtes entre 5 et 10, est-ce que vous pourriez fusionner avec Jean-Paul Carolage? Vous êtes tous les deux nationalistes. On n'a pas entendu de divergence énorme ce soir sur ce plateau. Moi, je pense que la question, elle n'est pas aujourd'hui de faire des pronostics. Moi, je reste fondamentalement convaincu que j'ai mes chances d'être au second tour. J'ai dit dès le début de cette campagne, même si d'aucuns m'ont attaqué et continueront, je pense, de m'attaquer jusqu'à dimanche soir, que je n'étais la variable... Vous aussi, à votre meeting, vous n'avez pas été tendre avec vos... Vous avez parlé de militants de salon, de choses comme ça. J'étais la variable d'ajustement de personnes, Pierre, et que mon objectif politique, c'était une démarche de long terme, que j'envisageais de siéger au sein du conseil municipal de la ville d'Ajaccio pour porter une voix, un espoir, pour défendre mes propositions. Donc moi, je vous le dis, Pierre-Simon Paul, je serai au conseil municipal sur le prochain mandat et je franchirai la barre des 10% dimanche prochain. Donc pas d'union avec Jean-Paul Carolage. Quand vous évoquiez les militants de salon à votre meeting, est-ce que vous parliez de Jean-Paul Carolage ou plus globalement de... Non, premièrement, je n'ai jamais parlé, et c'est bien de le préciser. Non, mais tout à fait. Mais comme ça a été dit sur Facebook, je n'ai jamais insulté ou traité des nationalistes de salon. Et en ce qui concerne les militants de salon, je faisais tout simplement écho aux propos qui me sont souvent remontés de gens qui disent on ne voit les élus qu'en période électorale et on ne voit jamais personne dans les quartiers. Donc j'ai simplement dit à mon meeting que si
si je devais passer la barre des 10% et siéger au conseil municipal, je serais un élu de terrain et de proximité et non un militant de salon sans viser qui que ce soit en particulier. Voilà, on vous a donné la possibilité, vous Merci de clarifiez. la précision. La réponse, c'est, enfin, je ne vais même pas répondre parce que si militant de salon, je ne pense pas que ça s'adresse à moi. Si dire que être dans l'opposition, c'est ton but, je dis qu'aujourd'hui, on est en position, le sondage, après on peut en penser ce qu'on veut, peu importe, le sondage sera dimanche soir, la réalité sera dimanche soir. Le dimanche soir, chacun fera son analyse politique de la situation. On est en possibilité, je le pense, je pense sincèrement, en plus avec le sondage, qu'on est en possibilité de renverser la situation et de prendre la mairie d'Ajaccio. Donc je ne pense pas, enfin j'espère, nous en tout cas la porte est ouverte et on a toujours dit que on ferait, la porte est ouverte à toutes les forces. Elle est ouverte aussi à Charlotte-Chaise? Ça sera à discuter. On dit qu'on est ouvert aux forces de progrès et aux nationalistes, bien entendu. On leur a dit, on leur a répété. Même pendant les discussions, on n'a pas compris. François Fillogne aussi? Ils étaient partis. François Fillogne, je pense qu'à la fois sur le projet qui est à l'antithèse d'une autre et sur les valeurs qu'il défend, c'est-à-dire la défense de la France, je ne pense pas qu'on ait grand-chose en commun. Avec Charlotte-Chaise, vous êtes prête à fusionner au second tour avec... Certainement pas. Alors, vous savez, moi, en fait... Ça mérite d'être clair. Oui, je suis très claire. Vous savez, moi, j'ai pas d'ambition personnelle. C'est-à-dire que moi, mon objectif n'est pas absolument d'avoir une place d'élu. Je ne suis pas prête à tout pour ce genre de choses, du tout. Moi, ce qui me tient à cœur, vous le savez, moi, je ne suis pas une politicienne. Moi, je suis quelqu'un qui vient de l'associatif. Je suis dans le monde de l'enseignement. Je ne suis pas dans ce milieu-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des valeurs qui passent. Et ce qui m'intéresse, c'est que Ajaccio, et je fais vite, ce qui m'intéresse, c'est que Ajaccio est un avenir social. C'est-à-dire que une alliance, pour avoir un statut quelconque, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est éventuellement, si on passe la barre du second tour, du premier tour, excusez-moi, et je suis persuadée que nous le ferons, c'est qu'on puisse adopter nos propositions sur le logement, sur l'action sociale, sur l'environnement, sur la culture. Et pas un poste pour moi, parce que ça m'intéresse très peu. François Fillogne. Quand on est dans la majorité. François Fillogne, vous êtes prêt à fusionner avec quelqu'un autour de cette table? Alors avec Stéphane Brage, vous l'avez déjà fait par le passé. Avec Simon Renouch aussi. Hein. En ce qui me Vous avez fait la gauche, vous avez fait... Bon, est-ce que vous... Allez-y. Non, allez-y. Reprenez. Non, on voulait... Allez, Je donc, sais est-ce que vous êtes qu'il faut prêt? lire le vent. Je rappelle que Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce qu'il maîtrisait les vents. Est-ce que vous aussi. êtes prêt à fusionner avec quelqu'un? Deuxième tour, c'est quoi? Norvège est parmi le temps. Vous êtes prêt à fusionner au second Alors, tour? concernant la position que je défends, je me dis homme de paix et de concordat. Je travaille au niveau local comme je travaille au niveau national pour faire en sorte que on se regarde. On était hier dans une société côte à côte. Aujourd'hui, on n'est pas face à face, on est dos à dos. Je pense qu'on peut revenir sur le côte à côte. Ça veut dire que si on fait baisser la pression, moi, je ne construirai rien avec des gens qui vont être anti-français. Je vais construire avec des gens qui vont soutenir l'âme corse, ça veut dire du localisme et de la préférence nationale. Je veux être clair, je vais faire mon élection au premier tour et au second tour. Et au troisième tour, si je suis maire, je ferai une offre publique de dire si 2 personnes veulent venir adjointes, si 2 personnes veulent venir vice-président pour travailler dans l'intérêt de la Corse et revenir au côte à côte, oui, je ferai des ouvertures, mais ça sera au 3e tour. Merci François Fillogne. Le débat touche à sa fin, on va tous vous laisser le temps de conclure. Je précise juste qu'on n'a pas pu évoquer toutes les thématiques. En revanche, si vous flashez ce QR code, vous pourrez retrouver tous les programmes de tous les candidats sur notre site internet avec un comparateur de programmes. C'est disponible sur notre site internet pour la municipalité d'Ajaccio. 30 secondes pour conclure, Pascal Zagnoli. Merci pour ce débat et m'adresser aux Ajacciennes et aux Ajacciens en leur disant tout simplement qu'au terme de ce débat, j'ai pu détailler un certain nombre de propositions, que j'ai axé toute ma campagne sur le projet, les propositions, une vision d'avenir à 15 ou 20 ans pour cette ville. C'est une première élection me concernant, mais ce n'est pas une élection de figuration. J'entends siéger au conseil municipal pour continuer de défendre leurs aspirations et je les invite à me soutenir massivement dimanche prochain. Charlotte-Chaise. Alors, je vous remercie pour ce débat également. Alors, je suis ravie que la gauche soit là, que la gauche soit unie. Ce que je souhaite à présent, c'est que nous passions le premier tour. J'invite tout le monde à se mobiliser pour permettre une diversité politique, pour permettre une démocratie plus juste. Et aussi parce que nous serons aux côtés des Ajacciens, et c'est l'essence même de la gauche d'être aux côtés de ses habitants. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par les logiques démagogistes et populistes. François Fillogne.
Mais moi, ça va être très clair. Je regrette qu'on n'ait pas abordé quand même le problème de l'environnement. Parce que 63% de nos déchets qui vont dans des centres d'enfouissement alors qu'ils sont valorisables. Je regrette qu'on n'ait pas apporté le problème de la pollution de l'air à Ajaccio. Puisque, comme je l'ai dit, on va équiper le port et on fera en sorte qu'il soit équipé, qu'on ait des morts prématurées par la pollution. Mais je reste très optimiste. Je pense qu'au soir du premier tour, je serai en tête. Et comme je l'ai dit, je conduirai mon second tour dans la sérénité, sans attaque sur les personnes, mais sur les projets. Jean-Paul Carolage. Bon, je pense que, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a réussi avec mes amis à démontrer que nous étions une alternative crédible à la majorité sortante et dire que dimanche, il va falloir amplifier ce phénomène et montrer que face à la gabegie financière et à l'arrogance de certains des amis de M. Zbradj, il y a une voie possible, que la voie c'est nous et qu'on demande au premier tour le vote utile et que tout le monde nous rejoindra, j'espère, au second. Stéphane Zbradj, vous avez le mot de la fin. Merci pour ce débat et la bonne tenue de nos échanges. Moi, sur la base de ce que nous avons initié en 2014 et la confiance que nous ont témoigné les Ajacciens et les Ajacciennes, d'abord moi en tant que premier adjoint et puis ensuite en tant que maire, sur un bilan qui est sérieux, qui est critiquable, tout n'a pas été fait, un projet qui est solide, des valeurs qui sont constantes, eh bien, nous voulons poursuivre dans cet élan et le faire, je dirais, comme nous l'avons fait depuis le début avec les Ajacciens et les Ajacciennes. Eh bien, ce troisième débat est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé dans un très bon état d'esprit. Alors, Pierre, merci à vous également. Et demain, vous pourrez suivre le dernier débat de cette campagne consacré cette fois à la ville de Bastia. Per conto nostro, ci ritroveremo domani sera per una serata speciale consacrata al suo primo giro di elezione municipale. Buonasera a tutti.